Allô? Allô? Mais merci d'être là. Là, ça a commencé. Là, on commence. C'est starté. Depuis tantôt, en fait, depuis qu'on parle des... Fred, il disait off-cam que ça ressemblait à une audition de film porno. Mais j'avoue que ça fait ce vibe-là. C'est trop silencieux. Dans un espace restreint. Ben, avec un éclairage très blanchâtre. Ou ben non, un côté dentiste. Je me sens soit chez le dentiste ou chez Pégase Productions. Ou AD4X, nos deux compagnies, ces deux fleurons québécois. Ouais, pas capable d'écouter ça. Moi non plus. Je trouve ça c'est BS. comme trop, ouais. J'ai essayé. Ben, je sais bien, c'est ça. Je me suis dit, moi, je veux être souverainiste, tu sais. Je veux être là pour nos projets à nous, les grands projets québécois. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu encore. Tu connais-tu ça, les projets québécois, les grands projets québécois? T'es plus Théo que Hubert. Les grands projets, là, on est encore dans le 3X, là? Non, mais il y a un lien. Okay. Parce que c'est narré par Pierre Lebeau, l'animateur. Puis il parle comment la romaine. Ah, OK. Puis le Paul-Louis Hippolyte. Puis moi, j'attendais l'émission où il y avait le président de l'AD4X qui expliquait comment il avait monté ce grand projet. Ça aurait été hot avec Pierre Lebeau. Merci d'être là. Fred Dubé. J'ai demandé souvent à nos auditeurs qui aimerait voir à Répète pas ça, puis ton nom est revenu souvent. Ah ouais? Mm-hmm. Moi aussi, j'étais comme Fred. Je suis à la fois touché, mais ils vont être déçus. Pourquoi? Aujourd'hui, je suis pas dans la performance. J'adore ça. Ouais. J'aime pas ça, moi, la performance au podcast. C'est pas vrai, ça. Mm-hmm. La première chose que tu me dis en rentrant ici, tu m'as parlé du nombre de views puis des clics. C'est pas ça que j'ai dit. Ça, c'est de la performance. J'ai dit qu'on avait 100 personnes qui nous écoutaient, puis t'as fait « Ah ouais? » Puis après ça, je voulais te... Rassurer. En tombant dans la performance et dans les chiffres. Tout ça pour dire. Dans le sens que j'aime pas ça, parce que c'est pas un podcast où on essaie d'être drôle. Fait que les gens qui viennent... Une chance qu'il y en a plusieurs qui disent que je suis même pas... Je suis pas humoriste, fait que je suis pas drôle. Il y en a qui disent ça? Ben oui, tout le monde, toute l'industrie. Ben voyons, toute l'industrie. Ben oui, je fais plus de politique que d'humour. Je suis pas d'accord. Non? Non. Ah, t'es gentil. Tu me fais beaucoup rire. Ah. Pour vrai, tu me fais très rire avec tes belles images du fil à tampon qui sort du cul de... T'avais fait de quoi? Pas là, c'est très mal narré, là. Là, tu vois, j'ai fait ce qui a mené Mike Ward au tribunal. Sortir de quoi de son contexte. Il parlait d'une corde qui sort du cul. Mais je t'aime beaucoup, mais merci d'être là. Ça fait plaisir, mais merci de l'invitation. On est tout le temps... on est tout le temps heureux. Ouais, c'est qui on? Ouais, on est tout le temps heureux d'être... C'est toujours le fun d'être invité. Hein? Ben oui. De dire que le milieu pense encore à moi. C'est ici le milieu. C'est ici le milieu. T'sais, des fois, le monde se demande, c'est où le milieu de l'humour? On est dedans, là. On est dedans. Okay, Tout a commencé ici. Vous ratez pas grand-chose. Non. C'est un 3,5. Mais Gilbert a eu son flash site de son festival. Ils sont dangereuses. Oui. Il y a eu, c'est ici qu'il y a eu son flash. Oui, petit bonhomme vert. On va faire un festival d'humour. Bon, on change de sujet. Oui. Pas de fun. Est-ce que tu connais un peu mon podcast? Tu m'as dit que tu connaissais un peu le... Je connaissais l'ancienne version avec le psychologue. C'est-tu un psychologue? Un neuropsychologue, oui. Un doctorant en neuropsychologie, oui. Mais là, le nouveau, je le connais pas, là. En fait, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'il n'y a pas un chum de gars à côté qui a un doctorat... qui est doctorant, qui est à veille d'avoir son doctorat. Fait que moi, je te pose des questions, mais je peux pas faire OK, c'est à cause de ça. Mais je peux faire comme peut-être, puis tu fais non, pas pantoute. Fait que c'est ça. Fait que moi, je veux toujours aller à la rencontre. Tu sais, on se connaît un peu. On a fait des shows ensemble. On a joué au hockey. On a fait des lifts Montréal-Québec ensemble dans ma petite tercelle. Tu te souviens-tu, il pleuvait à boire debout, puis on pensait peut-être pas se rendre. Fait que je te l'ai pas dit, mais mes pneus étaient sur la fesse. On était-tu tout seul? Je pense qu'il y avait une troisième personne dans le coffre. Non, il y avait une troisième personne, mais je sais pas où ça s'en allait. C'est ça qui chauffait? Ouais, puis moi, tu vois, le souvenir est très imprimé dans ma mémoire parce que je le disais pas, mais j'avais la chienne. Ça bardassait. Puis toi, t'étais juste, on va se rendre quand on va se rendre. Ouais. Ça, je me souviens que t'étais zen, t'étais dans la résilience. Ah, oh, wow. C'est ça, on crève. Wow. J'adorais ça. Ah, on dit pas ça souvent, j'aime ça, merci. On dit pas ça souvent. Encore dans le on. J'ai peur de me commettre. J'espère que d'ici à la fin de ce podcast-là, tu vas briser la coquille du on pour que puisse jaillir le jaune d'œuf du je. Et voilà. Ah, ouais. C'est ça que je voulais dire. Fais place au je. Je est un autre.
Non, c'est Rimbaud qui disait ça. Je est un autre. Je sais pas s'il voulait dire, tu sais, je est un autre par rapport au... à se redéfinir. Peut-être. Peut-être que le jeu est un autre parce qu'on se voit dans l'autre aussi. Peut-être ça aussi. Pas facile de se redéfinir puis se désengluer. Tu sais, tout le monde, surtout dès qu'on fait un peu de scène ou un peu de médias, les gens ont une opinion de toi puis c'est normal aussi. Là. On veut vendre un personnage. Mais il y a quelque chose aussi de restreignant là-dedans. Puis je parle même pas dans la création, je parle juste en entrevue. Tu me dis, là, je suis en entrevue, faut-tu que je fasse le personnage Fred Dubé qui partage aussi mon quotidien, faut mais qui est un personnage. Dans le code que le public connaît de toi et qui aime, parce que c'est ça, c'est comme une corde de guitare sur qui aime 6. ou qui aime pas aussi, tu sais, c'est comme si on était englué. On était englué. C'est ça aussi. L'enfer, c'est les autres, là. L'enfer, c'est les autres. J'allais là, justement. L'enfer, c'est les autres. C'est ça qu'il voulait dire par là. C'est que les autres nous engluent dans des stéréotypes, un archétype. C'est pour ça, des fois, quand on retourne des fois des parties de famille ou des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, puis, tu sais, des fois, on chemine, mais ils nous renvoient toujours à notre image du petit gars, du petit ça, du petit... Fait que là, on se fait non, j'ai fait d'autres choses, mais on nous ramène à ça. Fait que j'espère... Il y a de la peine aussi là-dedans, je pense, des fois aussi, pour revenir à Des fois, on va dans des parties de famille où tu revois des vieux amis puis tu vois qu'ils sont restés à l'étape du gars de 16 ans, tu sais, qui a jamais été comme visiter autre chose que la ville natale, puis encore sa même job qu'au secondaire, puis c'est pas péjoratif, mais je le sens souvent dans ces amis-là qui veulent aller chercher autre chose, qui veulent aller découvrir, mais qui se donnent pas la chance. Moi, je suis tout le temps comme, fonce, esti. Tu sais, pourtant, je suis un gars anxieux, je devrais être le gars qui fait comme, je reste dans son carcan, là, tu sais, qui, non, moi, c'est ça. En même temps, je le fais aussi, là. J'ai souvent les mêmes routes. Je vais au dépanneur, je reviens. Non, mais tu sais, c'est ma sac, je vais à la même sac. Ouais. Pas de chance de sac de mais c'est celle du parc. En même temps, c'est grave, parce que c'est à 3000 km, là, mais. Tu comprends, j'ai quand même. Mais dans ma job, et j'ai osé. Tu sais, toi, t'es-tu là-dedans? Est-ce que t'aimes te mettre en danger? T'aimes-tu défoncer des portes? Oui. Sortir de. Ben, l'art nous permet ça. L'art, c'est le fun. Là. Fait que dans ma vie, dans ma vie aussi, dans la vingtaine, là, c'était plus les voyages. Là, j'ai arrêté. Mais là, c'est plus par l'art, évidemment. L'écriture, en fait, l'écriture. Des fois, ça choque les gens de dire, tu sais, je suis artiste. On dit, pour qui tu te prends? Non, j'ai pas dit que je suis meilleur. Toi aussi, t'es un artiste, je veux dire, on crée. C'est pas. Non, mais ouais. Il y a comme des gens que ça me surprend. Je dis oui, je suis artiste, dans le sens que ça fait 20 ans que j'écris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es pas peintre décorateur, là. Ben, puis même ça, dans ça, c'est pas mieux. C'est comme si j'ai pas dit que j'étais une vedette, que j'étais. C'est que il y a des mots qui ont été détournés. Hein. Il y a des mots, genre là, de ce dimanche, là, ça va être le gala artiste. Mais ça n'a rien à voir, là. C'est ARTIS. Là, ça, c'est pas. C'est pas. Ben là, c'est pour, je sais pas trop, une commandite je sais pas d'où ça vient, là, leur artiste. Là, ça doit être la contraction de l'association des réseaux théâtre. Déphasés. Ouais, c'est ça. L'association des roteurs tricolores industriels, des sociopathes. J'adore. On est en plein dedans. Mais toi, c'est quoi ta définition de l'artiste? T'es un artiste? Ouais, la définition, en fait, il faut s'extraire de l'industrie culturelle. J'en parle beaucoup dans mon prochain spectacle, de l'industrie culturelle, de ne pas mélanger industrie culturelle et culture. La culture, c'est ce qui nous habite, notre manière de vivre, notre manière, nos accents, ce qu'on nous a légué, puis tout ça. Mais l'industrie culturelle, c'est toute cette culture-là récupérée par le capitalisme sauvage qui est finalement la victoire du fascisme sans les chambres à gaz. C'est ça, l'industrie culturelle. C'est une pensée préfabriquée, c'est dangereux, ça forme des citoyens Ikea. J'ai un bit là-dessus dans le prochain spectacle. Le citoyen Ikea qui sort d'une chaîne de montage issue de l'industrie culturelle. Fait que dès qu'on oppose industrie à quelque chose, ça tue ce quelque chose-là. L'industrie agroalimentaire, l'industrie culturelle, l'industrie de whatever. Ça le tue. L'industrie de l'humour. L'industrie de l'humour, je l'incluais dans le... En ce sens que c'est la seule industrie que je connais vraiment parce que c'est celle que je côtoie depuis maintenant presque 7 ans à chaque jour. Est-ce que tu trouves que... Moi j'ai l'impression des fois c'est toujours... C'est ces codes-là depuis toujours. Fait que c'est ces codes-là que vous devez
que vous devez aller atteindre avec votre art. Sinon, vous ferez pas ça, vous ferez pas ça, vous ferez pas ça. Ça, c'est les codes. Mais c'est quoi les codes? Puis je trouve qu'en ce moment, on est dans une belle ère, on est à une belle époque où on est en train de justement défaire les codes. Tu sais, Un avec peu, les mais podcasts, ça va Pas prendre tant du que temps. ça. C'est vrai, moi, les podcasts, au début, j'étais pas sûr. Ouais. Mais c'est vraiment une belle initiative. J'étais pas sûr dans le sens que je trouvais ça bien le fun là, Ah, mais de j'étais partir pareil. ça. C'est juste plate que ce soit en nomination aux Oliviers puis tout ça. Encore là, c'est ça. Quand c'est récupéré par ces affaires-là, moi, je trouve que le podcast, c'est super cool. Surtout que ça permet à des gens qu'on n'invite pas dans moi. On m'invitera plus à Radio-Can puis dans toute l'industrie de Québécois. Moi, je suis barré. Là, une de mes amies recherchistes qui travaille à Québécois, elle dit: toi, Fred, on t'invitera jamais sur n'importe quel plateau parce que t'es trop à gauche et tu fais des blagues sur Québécois. C'est ça les deux critères, que je sois barré de l'industrie, de l'empire québécois. Tu fais des blagues sur nous autres. Tu penses à quel point ils sont fragiles? C'est des trous de cul, c'est des mangeux de merde, puis ils savent qu'ils chient du vomi par leur rétine de yeux à tous les jours, puis qu'ils aliènent les gens, tu sais. Moi, j'ai trop de respect pour le monde, puis le public, esti, pour dire ça d'eux autres. C'est complètement fou, mais oui, l'industrie, ben oui, fait que les podcasts, c'est vrai que ça aide. Mais encore là. Parce qu'il y a personne qui va nous dire quoi faire. Ben, juste dans le jargon, tu sais, quand on nous envoie pour faire des gros galas à la télévision, c'est quand même ça qui met les bases de l'humour, les galas. Tu sais, il se passe plein de belles affaires dans les zoufesses, puis tout ça, dans certains galas. Il y a certains galas, certains. Il y a comme une audace qui est là, mais après ça, cette audace-là est soit sucée par en haut, puis après ça, édulcorée. Seulement, ils sont pas prêts. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais, quand on voit nos pitchs d'audition, là, on veut des hits, on veut des standing. On a tous des mots qui éliminent d'emblée toute une certaine forme. Lui, il y a eu 8 claps. C'est ça. Lui, il en a eu 6. Ben, tout ça, ça élimine toute une certaine forme d'humour. Il y a tous les meilleurs humoristes qu'on connaît, là, qu'on adulte, ben, ils fonctionnent pas comme ça par hit, ils veulent juste des hits radiophoniques à la suite de l'autre. Fait qu'avec des sudés, déjà là, t'élimines plein de sujets. Fait que tu fais un hit en 6 minutes, ben, tu parleras pas d'un sujet obscur que les gens comprennent pas parce que pour que les gens soient au courant, ça te prend une prémisse de 3 minutes. Fait qu'on va dans le fast-food pour aller tout de suite. Il y en a des bons là-dedans aussi, mais c'est juste... C'est pas facile de changer ça de l'intérieur. Tu sais, moi, je vais te confier de quoi. J'ai été... je me suis dit, il m'a fait des fois des gens, mais arrête de chialer, implique-toi de l'intérieur. Puis ça, il faut les deux. Tu sais, il faut les gens de l'intérieur, mais il faut aussi des gens plus radicaux de l'extérieur pour pousser les gens de l'intérieur, que ce soit en politique, dans l'industrie, dans les CA. Il faut les deux. Du monde de pouvoir des hauts placés, là, qui sont pas dans ce... Moi, j'étais dans le CA de la PIH. OK. J'étais un des producteurs des Oliviers. OK. Parce que la PIH, c'est ça, c'est un CA, ça appartient à personne. Fait que c'est pour ceux qui savent pas, c'est l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour. C'est la PIH. En gros, leur principale affaire, c'est que ça produit les Oliviers. C'est un des producteurs. Mm-hmm. C'est pas eux autres qui mettent de l'argent dessus, mais ils trouvent les commanditaires puis tout ça. Puis moi, que la patente fonctionne. C'est ça. Puis ils choisissent les catégories, puis on a des meetings. Puis moi, il y a un humoriste de la relève, un humoriste plus établi, je pense un auteur. Puis le reste, sur 10, c'est des producteurs, des diffuseurs, des gérants, des agents. Puis c'est des gens qui font leur job. C'est-à-dire qu'ils font la promotion de l'industrie culturelle et non pas de l'art, et non pas de la culture, de l'audace. Ils ne se servent pas de ce médium-là, qui est la télévision, comme un outil de révolution culturel. Moi, je vais dire, t'es naïf. Oui, j'espère être naïf. Oui, la télévision, c'est encore l'œil de Sauron qui a encore un gros pouvoir, ou l'Internet, ou ces médias de masse-là. Ouais. On pourrait changer le monde avec ça, mais au lieu que ces gens-là voient ça comme un outil de transformation sociale pour le mieux, c'est que dans le divertissement. Puis les autres, ils pensent que le divertissement, c'est neutre, mais c'est pas vrai. Le divertissement, il y a plein de politiques là-dedans. C'est pas neutre par rapport à qui commandite, qu'est-ce qu'on dit là-dedans, qu'est-ce qu'on oublie, qu'est-ce qu'on ne veut pas dire, qu'est-ce qu'on valorise. Juste le tapis rouge, là, est un outil politique extraordinaire. Tu as plein de pseudo-aristocrates de la classe du 1% de la culture québécoise, là, les artistes bourgeois, petits bourgeois, en fait, parce que c'est pas des Pierre-Carl Pellado, mais c'est des petits bourgeois. C'est eux autres entre le 1% puis la classe moyenne. Puis ils défilent là, aussi en tuxedo, puis ils nous imposent des valeurs. Tu sais, nous autres, après ça, on se compare à ça. Puis quand les kids font intimider dans le cours d'école, ça, on en avait déjà parlé, en tout cas, mais quand les kids font intimider dans le cours d'école, où ils prennent les critères pour intimider ces gens-là, ben c'est par rapport au tapis rouge, entre autres. On dit, Chris, tu ressembles pas. Puis là, ils vont ces tapis rouges, puis tu ressembles pas à ça, tu sais. Fait que c'est pas neutre. Puis là, j'ai essayé, parfait, je vais aller de l'intérieur. Fait que je me suis mis sur le CA de la PIH, mais
T'es tout seul. Après ça, on vote. Fait que, tu sais, moi, j'arrivais là, première affaire, j'ai dit, on peut pas sortir de la boîte. J'aurais parlé de ce discours-là, mettons. Il me semble que, il y a là des Oliviers, il faudrait arrêter de remettre des trophées. Le trophée, c'est malsain pour l'art. Ça dit, quand on donne un trophée à une telle pensée, ça dit, c'est par là qu'il faut aller. Le trophée, c'est une paire de ciseaux qui coupe l'artiste de la société qui l'a créé. C'est comme ça met sur un piédestal. Puis en même temps, si on a surtout en humour, on rit de ces choses-là. Ouais. On rit, on est les premiers quand il y a un gala, les Oscars, aussitôt qu'il y a de quoi, t'as 200 humoristes qui vont aller bitcher là-dessus. Ça n'a pas de bon sens, mais pourquoi nous on le fait aussi? C'est ça, pourquoi pas de trophée puis donner un 4 coins en couleur? Ou rouiller d'un nez, ou faire un anti-gala, en tout cas. Mais un anti-gala. Fait que de l'intérieur, tu sais, par ma voix, un vote, je pouvais... vous étiez combien? Je sais pas, une dizaine. Quand vous vous rencontrez, là, vous étiez 10 à peu près autour de la table. C'était tout du monde gentil qui faisait le job, là. C'est pas comme, il y avait pas du monde avec un gros cigare en disant je vais dominer le monde, là. C'est pas ça, là. T'as pas besoin d'être dans le complot, dans la théorie des complotistes quand l'argent mène le monde puis attire tout le temps les gens vers la même direction. Il y a comme un consensus. C'est ça la pensée dominante. T'as pas besoin de gens avec un cigare en haut d'une tour à bourreau qui complotent avec un chat ses cuisses puis avec une demi-face brûlée, là, comme dans James Bond, là. Tu sais, c'est juste besoin d'une culture, d'une mondialisation néolibérale intégrée par les êtres humains. Ils vont tous dans la même direction sans que tu leur dises quoi faire. On appelle ça la servitude volontaire. OK. C'est vraiment... Mais c'est comme... Aussi, on dirait que c'est comme tous des actionnaires. Ouais. Puis on est comme la marchandise. On est la marchandise dans laquelle ils ont mis leurs actions. Hey, vous êtes mieux d'être performant au prochain trimestre. Là, vous, tu sais... Tout le temps de... Mais tu sais, je transposais ça d'un parti politique. Je me dis, si pour juste produire un gala, c'était aussi rigide et aussi conservateur, tu sais, c'était très conservateur. Là. Évidemment, il n'y aura pas des personnes là-dessus qui vont être racistes, mais mais ils vont quand même cultiver le racisme systémique en faisant pas nécessairement la parité, plus de place à certaines choses. Puis bon, mais c'est pas des gens racistes, mais il y a une nuance. Mais ils l'ont pas fait, ça? De quoi? Ben, la parité, je veux dire, il y a... Peut-être, pas encore, là, mais là, il y a une volonté là, d'inclure, d'être plus paritaire, puis tout ça. Ouais. Mais quand même, ça se fait très lentement. Puis c'est parce qu'il y a eu justement des pressions de l'extérieur. Il y a eu des militants, des articles de journaux, des gens qui ont dit, hey, là, faudrait que ça soit. Mais ça vient. Fait que c'est pour ça que je veux dire qu'il faut de l'extérieur pour faire pression. Fait que dire juste aux gens, ben implique-toi, va dedans. Non, mais ça prend de l'extérieur pour mettre la pression sur le dedans. Parce que moi, autour de la table, ou des personnes autour de la table, c'est une voix. Fait que là, t'es tout le temps, surtout moi, ma pensée, j'avais une pensée plus d'extrême gauche. Fait que là, t'es déjà... moi, tu sais, j'arrivais là, on peut-tu barrer les portes puis crisser le feu là-dedans, tu sais? Peut-être que ça ferait du bien à l'industrie culturelle de faire un certain... ça me dérangerait pas qu'il y ait une couple de personnes là-dedans. Évidemment, c'est de l'humour, ce que je fais là. C'est drôle, hein? Moi, mon procédé humoristique, c'est comme c'est la radicalité, c'est l'exagération. Mais quand tu le fais en politique, ça passe plus ou moins. Mais quand tu le fais dans l'absurde, ça passe mieux, tu sais. Après, tu vas trop loin. Qu'est-ce que tu dis dans la politique, ça fonctionne moins? Ben, comme là, moi, des fois, j'ai souvent des ritournelles un peu violentes ou très radicales. Mais en politique, tu peux pas, c'est ça. Non, mais moi, dans mes procédés humoristiques, quand j'écris... Ouais. Quand j'écris, moi, ce qui me fait rire, c'est quand justement je dépasse cette limite-là du. Mais tous les humoristes le font. C'est de l'ordre de l'exagération. Ben, c'est ça, exactement. Mais quand on le fait dans des anecdotes, quand on le fait dans l'absurde, quand on le fait dans l'humour noir, ça passe. Oui. On va dire c'est de l'humour, mais en politique. Mais non, je veux dire, en politique, quand tu abordes le sujet du politique en humour, ça passe. On dirait qu'on oublie l'humour, c'est quand il fait plus d'humour. Ah, OK, je comprends dans ce sens-là. Okay. C'était pas clair. Quand t'arrives avec ce sujet-là. OK. Pourquoi tu penses? Je sais pas. Parce qu'on n'en parle pas tant que ça, là. C'est repolitiser la société. C'est parce que t'as commis 2 codes qui vont comme pas ensemble, justement. Ouais, peut-être. Ça, on voit trop le politique, là. Non, mais tu sais, il y a comme un peu un... Je vais y aller très là dans le gras, là, bien surligné, là, mais tu sais, un Louis T qui rencontre Mike Ward un peu. C'est un peu, tu sais, je veux dire, dans le politisé, dans ce que tu parles de quoi? De moi? Ouais, non, mais tu sais, des fois, comme tu dis que le message passe moins bien quand tu vas dans l'exagération de la chose, puis quand tu as un sujet politisé ou quoi que ce soit. C'est ça, je pense que ça clash peut-être, mais j'ai pas de réponse pourquoi ça marche moins. Peut-être des fois si je le fais mal, il y a ça aussi. Mais d'autres fois, je pense que on est moins habitué. Je sais pas, c'est comme
Je sais pas, peut-être confrontant ou... T'es un humoriste du futur? Non. Je suis très conservateur. Je suis très conservateur. Moi, j'ai encore, je crois encore à des objets archaïques comme le livre et le bien commun. Chris, C'est drôle parce que je lis en ce moment sur un Kindle. C'est comme un iPad pour livres. Ben, je sais pas, je connais pas ça. Ça t'aide-tu? C'est-tu le fun? C'est léger. Bon, mais ça peut te faire lire. Je peux mettre des gros livres lourds dans un petit iPad léger. Est-ce que ça allait dire ce que je t'ai coupé? Non, je le dis tant que j'aime mieux être conservateur de ce côté-là que m'ouvrir au progrès. Si le progrès, c'est dormir 4 heures par nuit pour être disponible et à répondre à ses emails. Oh là là, tu viens de m'angoisser. On n'est pas loin de l'apocalypse, mon cher. Oui. Tu viens d'où, Fred? De Pointe-au-Père. Pointe-au-Père? Ouais, ça existe pour vrai? Oui, Pointe-au-Père. Pointe-au-Père. C'est là que l'Empress of Ireland a coulé. Le plus grand naufrage dans l'histoire du Québec. Empress of Ireland. Empress of Ireland. Tu vois, j'ai jamais entendu parler de ça. La carcasse est encore là. Ça fait un siècle au moins. C'était Il y a quoi, un un phare. porte-avions? Comment? C'était un porte-avions? Non, c'est Un bateau de pêche? Non, c'est un bateau de pas de croisière, mais un bateau de... T'as transporté des gens, là. OK. Un bateau de transport. Un peu bourgeois, là, mais c'est l'Empress of Ireland, là. Le Titanic du Québec, un peu. Ouais, Hmm. exact. Ça Fait a que là, la coulé. carcasse est là. Oui. Ben On ça, peut- c'est-tu seuls les gens de Pointe-au-Père qui connaissent cette histoire-là? Ou Non! là, le Québec a un intérêt pour connaître ça? Le plus gros bateau, le plus gros naufrage. Entre les deux, je te dirais. Non, c'est un lieu touristique. C'est à Pointe-au-Père. Il y a un phare. Puis là Ok. aussi, il y a le Onondaga. C'est un gros bateau, un gros sous-marin. Parce que je suis pas tout là. Il y a un sous-marin là-bas. Il y a un gros- mais là, on peut le visiter. Là, il est sorti de l'eau. Là. Ah! Fait qu'ils ont comme transformé ça en lieu Fonctionnel? touristique. Là, Fonctionnel, le sous-marin? Là, je sais, non. Ben, s'ils l'ont emmené là, je sais pas. Ils l'ont Pointe-au, peut-être, Pointe-au-Père? ils l'ont peut-être catapulté. C'est à côté de Rimouski. OK, c'est ça, ben oui, Rimouski. Quand j'étais jeune, c'était Ouais, un tu village, mais là, avec les fusions, c'est rendu un quartier de Rimouski ou un... Un peu un 10-30. Ben non. Y a-tu de la musique quand tu marches dehors? Version Bas-Saint-Laurent, là. Non, mais Rimouski, à Rimouski, il y a un lieu qui ressemble au 10-30. Pour vrai? Ouais, un développement à l'américaine, là. C'est triste. Ouais, puis là, il y a des projets où le maire veut faire construire un Costco devant le Walmart. Mais c'est le futur! C'est le futur! Fait qu'on est à Moi, je Rimouski, fait comprends qu'il y a, pas il y a un ça. Walmart. Déjà qu'on a un Walmart, tu sais, c'est inutile, mais Non, là, on va des avoir un pétrocans costaud. devant un ultramar ou à Montréal, j'ai jamais vu ça, moi, à Ottawa, là, un dépanneur devant un dépanneur et en billet, il y a un autre dépanneur. Pourquoi? Écrivez en commentaire. Ben, ils vont dire c'est l'offre et la demande, la compétition. Le On va dire tabarnak, c'est 3 sain dépanneurs, parce que puis là, les prix vont s'alimenter, mais pas quand il y a des cartels, puis quand il y a un monopole, là, ils vont se parler, puis ils vont l'augmenter en même temps. Là. Mm. Fait que la main invisible, là, ça n'existe pas. Non. Mais t'as-tu toujours été de gauche quand t'étais jeune, enfant? T'étais qui? Tu viens d'où? Pourquoi? Non, il a C'était comment? fallu que je travaille. Moi, je travaille à chaque jour pour rester à gauche. Parce que j'y crois à cette mentalité-là. Mais, Ouais, c'est un travail. Ben oui, parce que toute la société nous pousse vers la droite, les valeurs, ce qui est promulgué. Tu sais, Fait que, Ouais, fait que ça non, te quand pousse j'étais vers le jeune, il a mur. fallu que je me nettoie de beaucoup de choses. J'ai grandi de façon normale. Fait que c'est après ça, c'est en allant... En J'aime me ça de façon cultivant normale. ouais, c'est dans le sens que j'ai pas cherché. Ok. C'est juste j'allais à l'école, Tes parents font quoi? je faisais là ils sont à leur retraite, mais ma mère a travaillé dans les soins hospitaliers, OK. personnes âgées, c'est CHSLD. Travaille fait que mais dans le milieu hospitalier avec beaucoup d'empathie, grand cœur. Mon père est mécanicien. OK. Ouais, mon père a intelligence des mains, des grosses mains de cuir. Vous êtes totalement à l'antithèse de mes petites mains blanches aux ongles trop rongés, sensibles. Quand je me cogne, ouch! Non, des mains de cuir. Oui, plus c'est un artiste, mais un artiste pas avec les mots, pas dans l'imaginaire, un artiste du concret. OK. Il est un patenteux. Il a vraiment une intelligence puis un imaginaire, mais pas
un ramancheux. Là. Moi, quand j'étais jeune, on payait un câble quand on était jeune, mais toutes les TV dans la maison étaient branchées câblées parce qu'il y avait patenté des affaires. Oh, wow. Tous les téléphones, on avait full de téléphones, mais on en payait un ou je sais pas trop quoi. Fait que c'était un ramancheux, un patenteux, puis les toits. Il dit, hey, si un technicien qui rentre ici, il rentre pas. Il rentre pas. Non, au plafond. Hey, il y a un camion de belle en fermez les lumières. C'est ça, exactement, il y a personne. Ah, mais c'est... Puis c'est un patenteux aussi dans le sens où tu sais, des coffres de grand-mère, là, des coffres en métal, là, de grand-mère que tu ouvres. Les grosses caisses, là. Des grosses caisses. Tu peux mettre le gros cadenas. Ouais. Il avait utilisé ça pour me faire un chariot à journaux. Il avait crissé 3 roues de bicycle là-dessus. Puis c'était surélevé. Je pouvais même le prendre l'hiver parce qu'il avait pensé à ça aussi. Fait que, tu sais, maintenant, on s'était fait voler On s'est fait voler à Pointe-au-Père, dans notre cabanon. On habitait à côté du bois. On s'est fait voler nos 2 motos. Quand j'étais kid, c'est comme ça qu'on passait notre temps. On faisait de la petite moto, du petit CT. À gaz? Ben oui. Ah ouais, t'avais quel âge? Ben là, en 86, ça marchait juste au gaz. Non. Moi, quand j'étais jeune, j'avais une moto, mais c'était un bicycle, là. C'était une bicyclette, j'avais enlevé c'était la pédale, là. Mais c'était ça fait que c'est pas une moto, mais j'appelais ça je me suis dit, on a-tu le même cerveau, tu sais? Non, mais moi, moi, j'étais dans les Hells quand j'étais jeune. On appelait ça des Harley Pedalson. Ouais, on n'avait pas beaucoup d'amis, mais bref, ouais. Fait que tu t'es fait voler ta moto, ou les 2 motos? Ça serait bon, c'est comme titre de ton prochain spectacle, ça. Harley Pedalson, c'est toi avec un gros casse, là, c'est une petite affaire. Qui avance avec une pipe, allô? Oui, t'as le... Ah, il y a de quoi, il y a de quoi de Dumb and Dumber sur la petite mobilette. Ouais. En tout cas, on faisait bien la petite moto dans le bois, puis là, on s'était fait voler, puis là, mon père t'avait patenté une affaire inspirée de Maman, j'ai raté l'avion. T'es complètement fou. Avant de rentrer dans le petit cabanon, il fallait aller à côté de la porte, tirer sur une corde. Là, ça levait un 2x4. Pour pas qu'il y ait d'autres voleurs. Ouais, là, ça levait un 2x4. Puis il fallait faire une autre affaire, pousser un autre truc, parce que quand t'arrivais puis tu bloquais pas ça, il y a une masse qui tombait du plafond qui faisait une bascule. Non. Dans le chest des voleurs. Moi, j'avais 5 ans, fait que c'était d'en face. Mais je l'ai jamais eu d'en face. Parce que tu savais que tu devais mettre ton doigt dans le trou. Ben oui. Et là, ma mère, après une semaine, elle a dit à mon père, là, tu pourrais tuer un enfant avec ça. Tu vas démancher ton amanchure. OK, c'était vraiment un vrai patenteux. Oui, là. c'était digne de Maman, j'ai raté l'avion. Ça avait pas de bon sens. Ou les vidéos qui deviennent virales, là, que le gars, il part une petite bille, puis là, ça fait ça. Il y a des chums de gars sur... c'est malade. Puis là, finalement, il l'a défaite. Oui. Bon. Ouais. Il aurait pu juste acheter un très gros cadenas aussi. Mais c'est moins Il y en avait déjà 2, mais il y avait des pinces, il pouvait les OK. couper. Puis là, toi, t'as-tu ta passe patenteux en voyant ton père? Tu sais, qu'est-ce que t'aimais quand t'étais jeune? T'as-tu été drôle? Je veux savoir comment Fred est né, tu sais. Tu regardais-tu des galas juste pour rire, justement, à la télé quand t'étais jeune? Oui, au Canal D. Ouais? Ouais, au Canal D, c'est pas mal ça. Le les galas juste pour rire. Le comme grand rire bleu. Ça existait pas quand j'étais à cette époque-là, là, un peu plus tard. Mais ouais, c'était surtout, il y avait comme les 15 ans, le best-of des 15 ans qui passait à chaque samedi ou chaque samedi matin. OK. Au Canal D. Fait que c'est là que j'ai commencé à... Puis là, t'avais quel âge quand t'écoutais ça? 7-8? Non, plus vieux que ça, là. Non, secondaire. Puis là, t'as eu l'intérêt de... Ah, man! 13, 14, 15, là. OK. Je trouve ça bien parce que c'est le monologue. J'aimais beaucoup l'aspect monologue. Mais la première fois que j'ai vu un monologue, que je savais pas c'était quoi, parce que wow, c'est quand j'étais allé au village de la Sagouine. Comme des monologuistes, là. J'étais bien jeune. Fait que là, j'avais vu le pêcheur, le vagabond, la Sagouine qui faisait des monologues. Puis je trouvais ça vraiment le fun de quelqu'un tout seul sur scène, un personnage qui s'adresse. C'était pas une pièce de théâtre fermée, c'était un monologue. Il venait nous conter une histoire, très conteur. C'est ça, là, tu rentrais un peu là, dans... C'était un village, j'imagine, le pays de la Sagouine, là, puis tu rentrais un peu dans leur quotidien, puis là, moi, t'expliquais ça. Il y a des comédiens qui faisaient des sketchs, mais aussi une partie spectacle, parce que là, c'était les comédiens des sketchs qui venaient faire un monologue au public. Je trouve ça beau. C'est là que tu dit, Colin, j'aurais dit. Non, pas encore, mais ça a comme planté quelque chose, l'aspect monologue. OK. Non, mais je suis venu à ça, c'est plus j'étais tout le temps le comique de mon équipe de hockey ou de soccer. OK.
Puis là, j'avais d'autres amis qui faisaient de la scène. Moi, je disais, je ferai pas de scène, j'étais trop gêné, ça me tentait pas. Puis là, c'est les autres qui m'ont traîné sur scène. Puis là, ça a bien été. Puis j'ai commencé à écrire, mais j'écrivais d'autres affaires. C'est surtout l'écriture, mais j'avais pas d'autres talents artistiques. J'avais juste comme talent l'humour. Ok. Avec les talents où je pouvais, qu'il y avait quelque chose. C'était plus là. évident que les C'est autres ça. sphères artistiques. C'est Mettons, ça, c'est ça. t'avais essayé autre chose, mettons, enfin, essayer de la peinture. Ouais, Ou peut-être. tu savais que t'étais juste à chier. Mais j'étais plus sportif là, aussi à cet âge-là. Mais t'es bon au hockey, c'est vrai. Fait que t'as joué au hockey Ouais. toute ton enfance. Surtout au soccer. Hockey, soccer. Hockey, soccer. Oh, oui. Mais moi, tu vois, j'ai joué au hockey toute mon enfance, puis ça a été mon premier public. Tu sais, quand Ouais. c'est comme tu te sens bien avec une gang. Pour une des premières fois, j'étais à ma place. J'étais comme à un endroit où, je suis valorisé, je suis bon dans ce que je fais. Fait que ça laissait place à... Je pouvais être drôle parce que c'est mes chums. On s'en va à la guerre ensemble à chaque soir, à chaque game. Fait que comme de quoi de, OK, une fois que je me sens bien devant X nombre de gens, je peux être comme moi-même, c'est-à-dire être drôle. Mhm. Comme toi, j'étais hyper gêné. Mhm. Fait que Mhm. toi, t'étais pas gêné avec ton équipe de hockey ou ton équipe... Là, c'est là tu fais... C'était quoi ton type d'humour? Ouais, j'étais même pas assez gêné, là, tu sais, à un moment donné, Là, ça revient des deux, j'étais un cowboy! Ouais. Ah oui, t'étais clownesque un peu? Ah oui, vraiment. Un peu trop, là. Un peu trop. Tu viens-tu d'une anecdote ou... Ben, au hockey, c'était plus encadré parce que là, il y avait les. C'est plus familial. Hein. Le hockey au Québec, là, les parents, ils suivent plus que c'est l'hiver. Fait que là, les parents, ils suivent. Puis moi, j'aimais pas ça, les parents qui se mettaient le nez là-dedans, puis qui se mêlaient de. Là, fais jouer lui, puis fais jouer lui. Puis il y avait comme. Il y avait une pression. Puis pourtant, j'étais pas dans le 3A, là. J'étais une année le plus vieux, tu sais, j'étais comme dans le A. Bon, tu sais, c'est pas. Il y a personne qui va aller jouer pour le Saguenay de Rimouski là-dedans, là. Il y a des petits parents. C'est facile à déceler des psychopathes dans un arène. Calmez-vous. Mais au soccer, là, les parents, ils suivaient pratiquement pas parce que c'était l'été. Puis, fait que c'était plus avec le coach qu'on s'en allait. Il y avait besoin de moins d'encadrement, tu sais. Hey, là, je me lâchais là, sans esti, là, quand on partait de Pointe-au. Ben là, je jouais à Rimouskiès à l'époque, là. Fait que, puis là, c'était Serge Juvanbourg, mon coach, l'humoriste. C'est vrai? Oui. Ton coach? Ben oui, parce Vous avez que... pas le même âge? Non, on a 3-4 ans de différence. 3 ans. C'est vrai? 3-4 ans de T'as quel différence. âge, toi? Et là, j'ai 35. Serge Yvan, il a 40? Non, il y a 38. Il va avoir 39 en... Fait qu'on a comme 3 ans et demi, 3-4 ans de Quand différence. même. Je pensais que vous aviez le même âge. Mais maintenant, ça paraît pas. Mais à l'époque, Ouais. quand t'as 13 ans, moi, j'étais pas très mature ni développé. Fait que lui, il avait 16, 17. Fait que là, ça faisait un gap. Là. Moi, je rentrais au secondaire, il était au cégep. Bon. Fait qu'à l'époque, ça paraissait. Fait que c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est à cause de lui que j'allais à l'école de l'humour. C'est lui qui m'a parlé de l'école de l'humour. Je connaissais pas ça. Parce que lui, il avait déjà dans son plan de peut-être... Oh oui, okay. vraiment, au bout. Ah oui? Oh oui. Ah, je le savais pas, ça, OK. Ah oui, puis fait que là, c'était mon coach, Serge. Fait que là, fait que c'est ça, mais là, quand on allait en tournoi de soccer, là, quand on avait 14, 15 ans, on allait à tournoi de soccer à Laval, à Montréal, ou Tabarno. Oh, ça dépayse, là. T'es dans la grande ville. Là, on faisait des niaiseries, ça avait pas de Comme bon quoi, sens. comme quoi? Des affaires, si t'as 15 ans, là, tu sais, Tu vas vider la machine à glace. on était perdu en autobus dans un petit quartier résidentiel de Laval. Puis là, il faudrait demander. Puis ça n'existait pas, le Google à l'époque. Ben Là, on était en 99. Là, fait qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone. Pas de téléphone intelligent. Fait que là, on arrête de faire une petite maison, une petite madame à genoux qui fait son jardinage. Je suis comme, attends un petit peu, je vais demander, moi, c'est où? Fait que là, je me lève sur les bancs, j'ouvre 2 fenêtres, une fenêtre pour sortir mon pénis, Ben non, puis l'autre fenêtre pour sortir ma tête. c'est pas vrai. Ah oui, 15 ans, tu sais. Puis je suis comme, excusez, madame! Elle s'est comme retournée. Hein? Oui? Pouvez-vous me dire, elle est où l'aréna de soccer? Elle est là-bas. Des affaires que je ferais pas aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens, là. Mais là, t'avais 12-13 ans. Là. Ben oui. Mais là, ça, c'était un âge où souvent les gens sont... On avait 12 ans, 12 ou 13 ans. Non, mais qu'il y a extrêmement de la pudeur. Ou, ouais, ben c'est ça, je te dis. T'es pas 100% développé, puis tu prends tes douches un peu pas avec les autres gars. Toi, bisonne à l'air, pouvez-vous me dire où est Saint-Denis? Wow, flexible quand même. À 2 fenêtres. Bravo. OK, fait que c'est ça, là, la face que t'as faite tantôt quand je suis allé un peu loin. De genre d'affaires, là, des niaiseries. Wow. Ouais. Puis les gens riaient, bien évidemment. Ben oui. Puis la madame était-tu fâchée? Surprise. Mm. Ben, ben, évidemment, on était un peu loin. Fait qu'elle a juste fait, Chris, c'est-tu ça? C'est-tu? Puis ça s'est passé. J'ai pas été dans. Oh, ouais, tu n'as pas demandé après. Qu'avez-vous semblé remarquer? Ouais. OK. Fait que là. Des anecdotes d'enfants, des niaiseux. Ben oui. J'ai jamais sorti ma queue, par contre, en demandant une rue.
Mais j'aime ça, j'aurais aimé. Ça me manque à ma jeunesse. Et tant d'autres choses, Mais c'est hot, fait que c'est là que t'as comme... Ah, mon Dieu, je suis capable de faire rire, OK. Serge Vambourg qui me parle de l'école de l'humour. Fait que là, après ça, là, de 13 à 16 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, t'as continué à faire... T'étais-tu le cool de l'école? Tu me disais que t'es gêné? Non, en même temps, ceux qui font du sport, c'est les cours. On dirait que ça représente un peu ma vie aujourd'hui avec avec la réussite, dans le sens d'avant, j'avais des bouts, je faisais des spectacles, ça marchait, puis là, pendant quelques jours, c'est comme, hey, là, c'était Fred l'humoriste, ou d'autres fois, j'étais aussi baveux, ou des fois, je défendais certaines personnes, ou je me mettais pieds dans les plats. Fait que là, des fois, là, fait que j'ai comme connu un peu les deux extrêmes. Des fois, j'ai connu le rejet, et j'ai connu aussi une certaine popularité cool. Fait que c'était in and out. T'étais-tu en dents de scie? Ouais. C'est ça. Fait que Ouais. t'étais pas populaire puis t'es tombé après ça de le loser, là. Non, Sans les être deux. loser, mais Les deux. Puis je suis remonté tu redescendais. par rapport à la popularité, le cool. Puis tu dis que t'es un peu... Tu Fait que sens c'est un mélange des deux. Fait que tu sens que c'est un peu ça en ce moment dans le milieu? mais aujourd'hui aussi, ouais, des fois j'ai fait des bons coups, là. C'est comme, plus sur les feux de la rampe, tout le monde en parle. Puis après ça, fait une sortie publique là-dessus. Tu sais, aussi, j'ai été critique envers le milieu de l'humour. J'ai fait une couple d'affaires. Mais c'est quoi, t'avais dit, tout le monde en parle de tout le monde tu coupes la main qui te nourrit puis tu te crosses avec? Ça ressemblait à ça. Non, parce que je reprenais l'expression, on dit ceux qui m'accusent de mordre la main qui me nourrit. C'est ça. Je veux pas juste la mordre, je veux la couper puis me crosser avec. Patrick Huard, il avait pas aimé ça. Tu sais, Patrick Huard, il était comme petit coq. Il était choqué. Il disait, hey, voilà, je pensais que t'as. Moi, je suis neutre là-dedans. Moi, si le gag est bon, je l'aime. Moi, j'ai ri. Mais ça a comme fait, tout le monde a fait. Il y a eu un moment. Image, vous invitez des humoristes. Qu'est-ce que tu veux? Moi, cette formule-là, je l'ai pas inventée. Sur le coup, moi, quand je vais à des grandes entrevues comme ça, j'improvise, je réponds aux questions, mais j'essaie aussi d'avoir un petit sac à dos à côté de moi, tu sais. Faudrait que tu sois connu comme Bill Burr. Hein? Tu sais, c'est parce que le Québec, c'est tellement petit. Tu connais-tu Bill Burr? Oui, j'ai tout vu ses spectacles. Lui, là, il va à une entrevue, là. Il y en a rien. Tu sais, il dirait cette phrase-là où il envoyait. C'est parce qu'à un moment donné, justement, aux States, ils sont tellement beaucoup plus. Puis ceux qui aiment ton style vont suivre ton style. Sauf qu'au Québec, ceux qui aiment ton style, je dis n'importe quoi, mettons, sont 100 000. Si tu vas aux States, un Bill Burr qui aime son style, ils vont être 5 millions. Ce qui est plus que les francophones au Québec. Je sais pas combien on est, mais tu comprends-tu? Puis après ça, lui, quand il va à un talk show, whatever, même je pense que dans ses premières années, il pouvait dire pas mal ce qu'il voulait parce qu'il y avait quand même un public qui le suivait, tu comprends? Je pense que le problème aussi, c'est qu'on n'est pas assez. Je m'avance sur de quoi que j'ai zéro prouvé, mais c'est mon hypothèse. Je pense que quand on n'est pas assez, tout choque plus parce qu'il y a moins de gens qui te back. Ouais, mais non, je comprends ce que tu veux dire. Là, il y a souvent là, on fonctionne en part de marché et tout ça. Là, si tu plais à 1% du public aux États-Unis, comparativement à 1% au Québec, tu peux gagner ta vie, puis l'autre non. On prend ça, mais aussi il y a peut-être une culture de l'audace, une culture de comment est-ce qu'on voit l'humoriste. Au Québec, ça fait comme 40, depuis les années 80, plus 90, fin 80-90, qu'on engraisse l'humoriste à nous plaire, à être plaisant, à être réconfortant, à créer des liens, alors que l'humoriste doit, au contraire, créer des distances, avoir un regard critique. Il n'est pas censé tout le temps être ton ami. Il y en a, c'est correct là, qu'on a avoir des spectacles d'humour, c'est plus des anecdotes puis nous réconforte. Mais là, c'est. Tu peux en avoir dans ton heure aussi, mais tu sais, pas que ça. Ouais, c'est ça. Tu peux te promener. Mais on en invite beaucoup partout, puis c'est souvent pour créer des liens, pour réconforter, pour récupérer tout avec une petite blague, au lieu de renfoncer le clou, tu sais. Mm-hmm. C'est ça la Moi, société. j'adore les deux. Ouais, mais c'est juste qu'il y en a un qui est mis de l'avant puis qui est ultra valorisé. Là. Fait que peut-être ça, puis ouais. Tu sais, comme autant Dominique Paquet, là, je vais le voir, puis il me fait rire viscéral. Là. Ça me chatouille dans le ventre, puis je me pose même pas de questions, puis je ris. Puis l'autre soir, je vais aller voir un Guillaume Wagner, où je vais être sur la même chose que toi, puis ça me fait du bien. Mais c'est un autre bien. Ben, c'est ça que j'ai le chatouillement ici plus que dans le ventre, puis c'est un autre type de rire. Ouais. Mais les deux, selon moi, sont nécessaires. Mais bien dosés. Tu sais, Mais je suis totalement d'accord avec toi que
on priorise plus un humour qu'un autre, justement, pourquoi que le docteur Mobilo Aquafest a vu le jour, puis c'est super le fun que ce festival-là existe, tu sais. Ça a comme rajouté un coucou, on peut faire les choses différemment. Je le vois un peu comme le podcast a pu amener de quoi d'autre sur le web. Ah, j'ai pas un show télé, je peux pas dire ce que je veux en entrevue, c'est des entrevues de 5 minutes. Hey, parfait, plug-moi tes dates de show. Ah, mais c'est pas de ça que je veux. Ouais, mais non, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, faut vendre. Ton producteur il nous a appelé pour te booker. Tu sais. Mais c'est formaté aussi. Moi, ça fait 2 fois qu'on m'invite à l'émission au 98.5 cette année, là, dans les derniers mois, à l'émission d'Isabelle Maréchal pour parler d'environnement. Il voulait un artiste qui parle d'environnement. Fait que je suis allé là 2 fois. Puis, évidemment, eux autres, ils voulaient tout le temps ramener ça sur les petits gestes. Mais moi, je dis, je peux nous parler d'environnement, mais de façon politique, repolitiser l'environnement. C'est-à-dire en dehors du côté abstrait de sauvons la planète, sauvons avec des termes comme juste des termes alarmistes, là, 1 million d'espèces menacées, 2 degrés de réchauffement, des affaires un peu trop abstraites pour l'esprit humain. Mais quand c'est trop gros, on fait comme OK, mais. Ben, c'est comme abstrait, on dit OK, je comprends, je suis pas climato-sceptique, je comprends que ça existe, mais une fois que, je dirais, on le sait, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toute cette charge-là, l'apocalypse, OK? Non, c'est Est-ce qu'on peut repolitiser l'apocalypse? C'est pas juste dire l'être humain fait ci. C'est pas juste l'être humain, c'est le système économique dans lequel on vit. On peut-tu nommer les choses qui ont créé ça, c'est-à-dire le capitalisme, le néolibéralisme et leurs petits frères, la propriété privée, la surconsommation. Bon. Fait que c'est de ça que je voulais aller parler. Aller à la source. Je vais aller parler de ça, tu sais, puis j'en parle beaucoup dans mon prochain spectacle d'ailleurs, tu sais. Ça s'appelle, je fais une petite parenthèse, mon spectacle, c'est la lutte du guacamole. La lutte du guacamole parce que c'est un clin d'œil à 2 combats politiques qui m'inspirent beaucoup en ce moment, c'est-à-dire la lutte au changement climatique et la lutte des classes. La lutte des classes qui est inspirée du marxisme, qui veut dire la société est en strates de classes. Il y a des pauvres, il y a la classe moyenne, il y a les riches. Bon, à travers ça, il y a différentes dynamiques, là, mais tu sais, c'est ça. Puis il y a une lutte à travers eux autres. Les riches veulent rester riches, la classe moyenne espère ressembler aux riches, puis les pauvres, ben, on leur tape dessus pour qu'ils restent là aussi. Tu sais, on veut que ça reste immuable. C'est ça la lutte des classes, tu sais. Puis justement, tu veux pas que la guacamole reste l'avocat. Mais parce que par la métaphore de la guacamole, ça représente les 2 en même temps parce que moi j'adore le guacamole. On dit un guacamole. Hein? Ah oui? Ben ouais, j'ai. Fait que toutes ces années-là, on m'a menti. Ouais, moi aussi. À cause du titre du spectacle que j'ai cherché. On m'a cherché, puis c'est un guacamole. Fait qu'on va manger du guacamole. Ouais, exact. Ah, wow. Je pense dans mon quotidien, je dis encore de la guacamole. Mais là, pour le titre du spectacle, ouais, tu peux pas la lutte du guacamole. Okay. Parce que finalement, je me suis renseigné, puis ouais, c'est ça, la culture de l'avocat au Mexique ou en Afrique du Sud, c'est extrêmement trash d'un point de vue sociétal et aussi d'un point de vue environnemental. Ouais, ils appellent ça l'or vert, là, mais il y a plein de sang dans notre guacamole parce que, premièrement, au Mexique, il y a les cartels de drogue, ils font full de cash avec l'avocat parce que maintenant, ça a été popularisé là, à cause du végétarisme puis tout ça, ils ont remplacé, c'est bon pour la santé, l'avocat. Fait que là, les cartels de drogue, il y avait une manne là-dedans. Fait que là, ils ont commencé à voler des fermiers, à voler des parties de leur terre, à planter illégalement, à kidnapper des filles de fermiers ou demander des rançons. Fait que là, les fermiers se sont armés. Fait que là, ouais, c'est le weed du Canada, là. Oui, c'est vraiment trash ce qui se passe avec l'avocat, avec la culture de l'avocat au Mexique. Et aussi, puis ça prend énormément d'eau potable, cultiver un avocat, puis à côté, il y a des villages qui n'ont pas d'eau. Mettre toute l'eau. Fait que moi, là, j'achète des avocats depuis des mois à chaque jour parce que j'ai vu que c'était super bon pour le système cardiovasculaire. Je suis en train de... Ben, c'est ça qui fait chier parce qu'on veut être bon en tant que citoyen. On lit à quelque part, l'avocat est bon pour la santé. Il n'y a pas de viande là-dedans. C'est des bons gras. Je mange moins de viande. Je suis plus dans le poisson parce que je veux pas polluer. Là, tu me dis que... Fait que c'est exactement un peu là-dedans l'angle de ton show. De repolitiser cet aspect-là par une vision plus absurde, puis enlever la culpabilité aux gens. Moi, je veux parler d'environnement, parler de ces affaires-là sans culpabiliser les gens. Moi, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Dans notre quotidien, là, je le comprends, les gens de polluer. Il y a des choix collectifs qu'on peut pas faire individuellement, mais on est que là-dedans. Fait que quand je t'ai invité à l'émission d'Isabelle Maréchal, l'aspect politique, j'avais pas le temps d'en parler, tu sais. C'était que des trucs où, mais là, on reprend l'appel.
Dans le sens qu'elle, elle voulait que tu décortiques tout ça pour qu'au jour le jour, c'est quoi les petits gestes qu'on peut faire. Ils sont que là-dedans. C'est Les ça. médias de masse sont que là-dedans. C'est ça. C'est Ben que encore, dans les mais petits gestes. Tu sais pourquoi? Parce que son émission dure 3 heures. Puis au lieu de prendre 2 chroniqueurs, toi et quelqu'un, puis que tu puisses, comme un podcast, aller pouvoir poser des questions avec, moi je dis n'importe quoi, là, mais Isabelle Boulay est là. Tu sais, puis elle va parler de, je sais pas de quoi elle parlerait, là, mais de chant. Et là, tu sais, si vous êtes, combien que vous êtes à Isabelle Maréchal? Vous êtes combien de... On était juste moi pis elle. Ah oui? Ouais. Pendant combien de temps? 25 minutes. Non, mais attends un petit peu, c'est ça. Mais c'est ça que je voulais te dire, c'est le format. Là, ici, est-ce qu'il faut qu'on arrête parce qu'il faut plugger des pubs, aller à la pause publicitaire, prendre un appel? Fait qu'il y a comme tout le temps du stimuli. Ça, je veux dire par le format, c'est pas facile de dérouler une pensée à contre-courant. Parce que juste pour expliquer à toi, si je dis j'arrive à l'émission d'Isabelle Maréchal, une émission, mais pas elle en particulier, je veux pas Mais non, mais ils ont tous le même c'est juste format. dans les médias de masse. C'est-à-dire, puis j'arrive puis je dis la lutte au changement climatique est une lutte des classes. Ouais, non, 99% des gens, puis je les comprends, ils disent je comprends rien de ce qu'il vient de me dire là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Fais le lien entre. Fait que là, je dis, moi, je veux qu'on parle de justice climatique. Wow! Qu'est-ce que tu dis? Justice climatique, lutte des classes. Fait que là, il faut expliquer ça. Tu sais, qu'est-ce que la justice climatique? C'est-à-dire que ceux qui polluent le moins, c'est les pauvres. Et ceux qui subissent le plus les conséquences des changements climatiques, c'est les pauvres. Et c'est ça, la justice climatique, dans le sens qu'il n'y a aucune justice. 10% des plus riches sur Terre sont responsables de 50% de la pollution. 50% de la pollution les plus pauvres est responsable de 10% de la pollution. Puis après ça, on nous parle de zéro déchet, puis de recycler, puis tout ça. Puis là, tu fais... Attends un petit peu, là, tabarnak, là, on peut-tu... Puis même dans les médias, tout est dépolitisé encore, tu sais. Il va y avoir encore cet été, je le prévois, il va y avoir une canicule à Montréal, puis il y a des personnes âgées qui vont mourir. Puis on va juste dire ça, des personnes âgées meurent à cause de la canicule. Fuck you, c'est pas vrai, c'est pas tout. C'est qui ces personnes âgées-là? Où ils habitent? Combien ils gagnent? C'est des personnes âgées pauvres qui meurent, en majorité, à cause de la canicule. C'est pas juste dire des personnes âgées, là. Pas du monde qui ont de la climatisation. Et là, voilà, ils c'est mangent 3 ça. fois par jour, Ben, là. c'est ça la justice C'est des gens climatique. affaiblis, justement. Bon, fait que là, Mais quand on se met à parler de justice climatique, là, on aborde ces sujets-là. Puis là, c'est intéressant. Puis tout le monde se sent concerné. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Qu'est-ce qu'ils essayent en juste faisant juste des gros titres? Encore trois personnes âgées décédées à cause de la canicule. Pourquoi ils vont jamais plus loin? Pourquoi c'est juste ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est du sensationnalisme? C'est que des codes d'écoute? C'est que des parts du marché? C'est juste ça? Pourquoi ils font tout le temps du surface? Ben parce que s'ils creusaient en profondeur, ça les obligerait de remettre en question leur mode de pensée des journalistes qui sont très libérales, et aussi ça les obligerait à attaquer leur employeur, à leurs commanditaires. Ah. Qui détruit la planète, c'est tous ceux qui achètent de la publicité dans les journaux. Fait qu'ils peuvent pas. Ou ben non, remettre en question des choses qui sont complètement tabous. Un des plus grands tabous, c'est la propriété privée. Mais le capitalisme est construit par la propriété privée. Mais on peut pas faire une vraie lutte au changement climatique si on ne remet pas en question la propriété privée. Propriété privée n'étant pas partager ta brosse à dents avec le quartier, que n'importe qui peut rentrer chez vous. C'est pas ça la propriété privée. La propriété privée, c'est des gens, parce qu'ils sont riches, possèdent ce que les autres ont besoin pour vivre. C'est ça qu'il faut abolir, en fait, pour faire une réelle transformation sociale et faire une réelle justice climatique. OK. Tout ce qui est essentiel à la survie, c'est-à-dire manger, se loger, les outils de production aussi. C'est ça aussi. Fait que les médias tomberaient là-dedans aussi, les usines tomberaient là-dedans aussi, se réapproprier tout ce qui est essentiel à l'être humain pour avoir une vie décente. Tout ça, là, ne peut plus appartenir à une personne, à un patron. Mm-hmm. C'est ça, la pensée plus à gauche. Puis ça aiderait pour vrai au changement climatique. Parce que là, ça ne serait plus des actionnaires qui prendraient des décisions anti-environnementales pour leur profit personnel. Là, ça serait des citoyens, ce serait la communauté qui gérerait ça pour le bien commun. Okay. Et Chris, c'est pas pareil, là. Est-ce que tu fais un Royal Mount à Montréal, dans le nord de Montréal, si c'est des citoyens qui parlent de bien commun? Un Royal Mount? Le Royal Mount, c'est comme un 10-30, mais sur l'île. T'as vu ça? Non. Ouais. Il y a un 10-30 sur l'île. Ils veulent le construire. Un projet, là, ça va être pas loin du boulevard métropolitain.
pas loin de la 1540. C'est le 1540, on appelle ça. C'est déjà super. C'est le projet le moins environnemental au monde, là. C'est déjà un quartier où c'est ultra congestionné. Puis là, ils vont rajouter là, des condos, 300 restaurants, un parc aquatique, des grosses salles de spectacle que juste YouTube va pouvoir remplir. Plein, c'est comme un 10-30, là, mais sur l'île, à un endroit où il y a déjà trop de congestion. Ouais. Fait que là, tous les économistes, les urbanistes, tout le monde fait comme ce projet-là n'a pas de bon sens. Mais c'est des investisseurs immobiliers? C'est un investisseur, puis on se rend compte que c'est le même qui a le 10-30 aussi. C'est les mêmes qui, depuis les années 70, contrôlent l'île de Montréal. Parce que le bon vieux maire Gérald Tremblay, avant de quitter, il a fait un beau cadeau à la propriété privée puis à la grande crise de bourgeoisie sale, de cochons, de mangeux de marde. Il a dézoné plein de places. Il a enlevé, il a déréglementé. Il a dit, ça a été le Free Fall Out, c'est le Far West. C'est le Far West, mais tu remplaces les guns par des chèques puis par la finance. Fait que là, par des high-rise qui n'ont pas... Mon gars, les années 70, là, c'était l'Europe qui détenait les capitaux à Montréal. Ils construisaient plein de styles d'affaires pour faire un genre de paradis fiscal. Et là, depuis les années 80-90, c'est d'autres personnes qui contrôlent Montréal. Ils sont 6, genre des familles chinoises, italiennes et tout ça. Puis c'est des promoteurs immobiliers. Puis c'est la grosse calice de bourgeoisie. 15-40, au bord de la 15 puis de la 40. Là, ils vont faire un bel havre ils vont mettre 3 bonsaïs, puis ils vont mettre de la rocaille, une petite chute. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, je dis par la propriété privée. C'est que ça n'existerait pas si le développement montréalais puis l'île de Montréal appartenait aux citoyens. Mais comment... D'où vient le capitalisme? Non, mais où est-ce qu'on l'a échappé? Ça fait partie de l'histoire depuis toujours? Non, ça fait 200 ans. Non, avant, on était plus dans le féodalisme. OK. Il y a eu le féodalisme, là, puis après ça, bon, il y a eu à cause de la technologie, la révolution industrielle, puis là, les paysans ont quitté leur terre pour aller en ville. Fait que là, ça a fait plein de cheap labor pour travailler dans les usines et tout ça. C'est quoi le féodalisme? Le féodalisme, c'était le régime un peu politique, dictatorial, plus au Moyen-Âge et qui a bavé un peu par la suite. Là, c'était un seigneur avec des terres et des serfs, les paysans, qui payaient des taxes et des impôts aux seigneurs pour être protégés des brigands. Ah, OK. Fait que c'est du féodalisme. Il y avait quand même certaines affaires. Il y avait le municipalisme libertaire anarchiste est né au Moyen-Âge. Il y avait des belles choses au Moyen-Âge quand même. C'est pas juste. Tu retourné au Moyen-Âge? Ben non, c'est pas ça. C'est pas ça que je dis, mais c'est juste que c'est 1000 ans le Moyen-Âge, puis souvent on dit juste c'est la peste, puis c'est des fous. Non, il y avait des choses crissement cool qui s'étaient passées au Moyen-Âge. C'est juste que c'était trash aussi, là. Mais il y avait quand même des bonnes idées politiques. Certaines affaires, mais c'est juste que ça l'a pas popé. Ouais, ça a pas fait. Mais pour revenir à ta chronique d'Isabelle Maréchal, oui. Là, à ce qu'elle te réinvite. Mais ils ont été super gentils. Ils ont été super gentils, mais faut travailler fort pour imposer cette pensée-là. Puis au téléphone avec le recherchiste t'appelle, puis il dit là, Fred, qu'est-ce que tu as changé dans ton quotidien pour améliorer l'environnement? Puis moi, je suis là, OK, ben moi, les petits gestes, j'y crois pas. J'y crois pas, mais c'est correct de faire les petits gestes, mais c'est pas ça qui va changer les choses. Je trouve ça beau, les gens qui font les petits gestes. C'est beau pas dire non dans des sacs de plastique, mais c'est tout pas... ça, c'est correct. Mais c'est juste que c'est tellement mis de l'avant qu'on se contente de ça, puis on pense que ça va suivre. Par rapport, on est en guerre, là. Puis tu sais, ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas que ça change. Ils veulent attendre, soit ils sont climato-sceptiques, ils disent que oui, il y a un réchauffement climatique, mais c'est pas de la faute de l'humain. Ça, c'est être climato-sceptique aussi. C'est la position de Mario Dumont, de Richard Martineau, puis tout ça. Là. On n'est pas climato-sceptique, on sait que la Terre se réchauffe. Ouais, mais penses-tu que c'est à cause de l'être humain? Non. Bon, mais c'est du climato-sceptique. Fuck you, mange ta marde. Fait puis là, fait que oui, tu sais, c'est... Fait que là, j'étais à l'émission de... Qu'est-ce que je disais, là? C'était l'émission d'Isabelle Maréchal. Recherche au téléphone avant d'aller là. Puis qu'est-ce que tu as changé tu crois par rapport à l'avion, manger de la viande, puis tout ça. Puis tout ça, je suis bien d'accord avec ça, tu sais. Mais je suis là, mais ça serait le fun de repolitiser ça, je veux dire, pas juste dans les petits gestes, la culture du zéro déchet, on en a déjà parlé pas mal, puis les gens pensent que c'est juste ça qu'il faut faire, mais il faut en parler de façon politique.
Là, j'arrive là, puis là, elle me dit bon, Fred, fait que là, on a fait un sondage pour voir qu'est-ce que les gens ont changé dans leur mode de vie, dans leurs habitudes de vie. Déjà là, c'est pas pareil, là, leurs habitudes de vie. S'il faut changer de mode de vie, mais des habitudes de vie. Fait que je dis moi, pour le bien de la planète, j'ai arrêté d'écouter TVA. Mais c'est quoi le rapport avec. C'est quoi le rapport avec l'environnement? Fait que c'est juste pour déstabiliser, pour repolitiser ça par la bande, comme tu sais, avec la guacamole, puis tout ça, juste pour la bande. Là, c'est quoi le rapport? Pourquoi? C'est quoi? Tu as fait un geste environnemental en arrêtant d'écouter TVA? Ben, premièrement, tous leurs chroniqueurs. C'est des gens qui ont un discours néolibéraliste avec une économie qui détruit la planète, qui engraisse cette culture-là. Et aussi, c'est tous des climato-sceptiques, Mario Dumont, puis tout ça, c'est tous des gens pro-char. C'est tout fait. Juste me détacher de ça. Puis aussi, c'est Mais TVA. Mario Dumont est pro-char. Ben oui, il est pro tout ça. Mario Dumont, il a un discours. Lui, il est issu des radios poubelles de Québec. Mais là. Lui, là. Comment tu peux. Mario Dumont, lui, dans sa tête, là, c'est les cyclistes qui ont le monopole puis qui contrôlent le Québec, là. Les enverdeurs puis les cyclistes. Il y a un discours juste moins poubelle que les radios de Québec d'extrême droite. Okay. Mais il est dans cette mentalité-là quand même, là. C'est ça la CAQ, là, tu sais. Ben, pro-char. Ouais. Dans le sens que pro-char, je comprends les gens qui ont un char. Mais moi, ça me dérange pas que tu aies un char parce que tu es obligé d'avoir un char. Là. Mais si tu as un char, mais tu es pour le transport en commun, puis tu as hâte de te passer de ton char, moi, je suis avec toi. Là. Mais c'est ceux qui ont un char, puis qui disent j'ai le droit, puis fuck you, puis je veux le garder, puis ils nuisent au reste. Ça me dérange pas parce que moi, je viens de Rimouski. Là. Mes parents, là, il y a 2 chars dans le cours. Il n'y a pas de transport en commun. Ah non. Je ne veux pas aller à Rimouski, à Pointe-au-Père, dire à mes parents hey, lâchez votre char, ils n'ont pas loin de 70 ans. Non, c'est pas ça. Là. Je suis pas dans ce discours-là. Là. Je suis connecté. C'est ça que je veux dire par. C'est l'équilibre. C'est ça que je veux dire par repolitiser les discours environnementaux. Tu peux pas juste dire aux gens arrête de prendre ton char. Mais là, Chris, j'habite en banlieue, je vais venir en février en rollerblade à job. Tu sais, c'est des décisions collectives. Fait que là, toi, t'as commencé ça avec Isabelle. Moi, j'ai arrêté d'écouter TVA. Puis c'est ça. Fait que là, t'as comme amené ton point, t'as amené ton angle. C'est quand même cool que t'as eu 25 minutes. Puis là, le riz, puis tout ça. Ouais. Puis là, je dis Moi, vous voulez poser un geste environnemental? Ouais. Ben, je leur disais, pourquoi consommer au Ikea quand on peut voler dans Westmount? Ça, c'est environnemental. Ça, c'est écologique. Ça, c'est la lutte des classes. Ça, c'est la lutte au changement climatique. Les riches, il faut qu'on les vole. Il faut abolir la richesse. Il faut abolir c'est pas juste les personnes riches, mais le système qui les a rendus riches. Tu sais, c'est eux autres qui polluent. T'aimerais-tu être un genre de Peter Pan? Peter Pan, voyons, excuse-moi. Peter Pan passe à moi. Robin des Bois? Peter Pan passe à moi. Ça me fait rire un être fantastique qui n'existe pas qui pense à moi. T'aimerais-tu être un... Il me semble que je te verrais un peu Robin des Bois. Voler des plasmas, aller les recycler. Voler des plasmas. Télé 60 pouces, vous n'avez pas besoin de ça. On va aller recycler ça à l'éco-centre. Faire des belles bottes. Ah ben, j'ai rien contre ça. Ah oui, absolument. Mais quand là, je suis plus dans l'art, dans ça, mais oui, je suis bien... c'est drôle, j'ai écouté un très, très bon podcast avec Marjo Beauchamp. Marjo Beauchamp, c'est une poète slameuse qui faisait la première partie de Richard Desjardins en tournée. Okay. Puis elle parlait avec Sophie Cadieux. Puis elle a dit à ses enfants, elle dit, moi, je vais jamais vous chicaner si vous volez de la nourriture. Puis si vous vous mettez dans la merde en combattant le racisme. C'est les 2 valeurs essentielles que j'enseigne à mes enfants. Si vous mettez dans la merde à quoi? Si vous vous mettez dans la merde en combattant le racisme. OK. Parce qu'un de ses chums, il est pakistanais, fait que son petit gars ou sa petite fille, fait qu'elle les a enseignés, elle les a montrés très jeunes à lutter contre le racisme. Puis elle dit, si vous voulez voler de la nourriture, je vais jamais vous chicaner. Je trouve ça beau de dire ça aux kids. Ben, j'adore ça. Par contre, volez pas des avocats. Mais là, mettons, là... J'ai 2 trucs à dire, mais les avocats, je fais quoi? J'achète local? J'achète local. Je sais pas s'il y a des avocats locaux. Ben moi, je vais me planter un petit plan d'avocat, là. Ça va pousser. Je sais pas si c'est assez capricieux. Je sais pas, je pense pas au Québec. Ben, tu fais quoi dans ça? Évidemment, c'est Made in Québec. Là. C'est une question de... C'est juste de... Faut juste pas en manger, dans le fond. Il n'y a pas tout le temps des cartons. Tu sais, il va avoir un petit collant. Non, je dis pas ça non plus. Peut-être, probablement acheter de bio, ça aide un peu. Ou sinon, juste pas gaspiller ou pas en acheter autant que comme si c'était... t'es pas genre d'en manger à tous les jours, là. C'est juste que maintenant, en Occident, il y a comme... Ça, c'est bon pour la santé. Puis là, t'as comme tous ceux, là, tous les Occidents qui veulent vivre éternellement, qui font comme... Les anxieux. Oh, lui, il en mange. Je rajeunis! Non, regarde, mange les avocats, normalement. C'est juste de diversifier. C'est juste ça. C'est juste à un moment donné, quand l'Occident focus sur une affaire, là, c'est ça qui a...
Fait que drainer. Parce que là, les Mexicains, à cause de ça, il y a beaucoup de Mexicains qui peuvent même plus se payer, qui peuvent même plus s'acheter des avocats. Parce que c'est tout pour l'exportation, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste d'en consommer peut-être raisonnablement. Là. Je dirais pas de pas en consommer, parce que les autres aussi, ça les aide. Là. J'étais à 3 sacs semaine, là. Je vais me calmer. Parce que je trouvais, oui, ça va être bon pour mon cœur. Ouais, ben c'est ça. Ça aussi, c'est... Il y a plein d'autres choses qui est bon pour mon cœur. Ouais, c'est ça, exactement. Courir. Il y en a pas d'aliments miracles, là. Moi, j'ai arrêté de faire du sport, j'ai mangé des avocats. Commencé à manger des avocats. Je dis, regarde, c'est bon pour le corps. Bon. Mais c'était drôle, à l'émission d'Isabelle Maréchal, tous les appels qu'on prenait pour les gestes qu'ils ont fait pour la planète, c'est du papier de toilette lavable. Tout le monde lavait leur papier cul pour sauver la planète. Où ça? À l'émission d'Isabelle Maréchal, au 98.5. Le monde appelait. L'émission, ce qui est des lignes ouvertes. Oui. Il y a une entrevue avec moi, je parle un peu, puis après ça, c'est OK, on prend un appel. Ouais, mais tout le monde disait ça. Puis on a pris 3 appels, puis les 3, leur petit geste leur petit geste qu'ils ont fait pour la planète, c'est du papier de toilette recyclable. Ça, c'est ça. Tu vois, ça, c'est ma ligne, là. Ça, c'est non. Je vais vendre mon char. Moi, toujours être en vélo. Je vais jamais de sac en plastique à l'épicerie. Prendrai pas l'avion. Mais oui, j'ai la Chine. Mais moi, ce que je trouve beau là-dedans... Jamais je vais laver ma marde, Fred. Jamais, Calis, je vais faire une brassée de papier de toilette. Voyons! On prend un appel. On prend un appel! Ça, c'était vraiment un voyant dont on prend un appel. Ça, c'était un voyant des bonnes années de Jean-Luc Mongrain. Mais moi, c'est mon Ça, rêve. fort. J'aimerais ça avoir mon émission de télé. Puis un peu là, d'une autre époque, là. Non, mais ça se peut-tu? Ça se peut-tu? On prend un appel! On prend un appel, mais il y a jamais d'opinion. Il prend les opinions des autres, fait comme là, il fait un gros pot pourri de ça, puis après ça, mais moi, Jean-Luc Mongrain était hallucinant. Hallucinant. Te souviens-tu quand il sortait du Haut-Tang? 40 du Haut-Tang, 3 règles, 3 boîtes à lunch, avec des moments de silence, avec ses gros yeux globuleux. Check la caméra quand la lumière rouge allumait, là. OK, caméra 3. Hallucinant. Je sais pas si t'étais fan de Jean-Luc, là, mais... Oui, parce que, tu sais, je suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'il disait, mais non. C'était un mot qui était pas populaire à l'époque, mais c'était du populisme qu'il faisait. Tu sais, aujourd'hui, le mot à cause de Trump puis tout ça est très, très à la mode. On dit populiste, mais c'était carrément ça, de parler au peuple avec un langage très coloré, de façon démagogique aussi. Fait que des fois, il le faisait bien, d'autres fois pas très bien. TQS. C'est ça. TQS, c'était... c'était dégueulasse. Moi, je me souviens, un moment donné, c'était ça, moi aussi. Oui, ça. On parle à un certain peuple. Ça a mal vieilli. Moi, je me souviens, un moment donné, quand j'étais kid, j'avais écouté TQS, les nouvelles à TQS. Puis, à un moment donné, il y avait une petite fille qui a disparu. Puis, c'est TQS qui avait eu le Q en premier, comme quoi, qui avait retrouvé la petite fille. Puis, le journaliste, avec la caméra, est allé cogner chez la mère. Puis la mère a dit « Oui, qu'est-ce qui se passe? » Madame, ici, un journaliste de TQS, je ne me rappelle pas de son nom, il dit « On vient de retrouver votre petite Nadia. » Il la prenait live à la mère, caméra d'en face. Il posait « Puis qu'est-ce que vous pensez? » C'est pas occupation double, tabarnak. C'est dégueulasse. Hey, félicitations, vous allez à Bali. Ouais. Ah oui, ça n'a pas de bon sens. Oh mon Dieu Seigneur. Mais moi, je veux revenir, là, puis je veux qu'on... C'est le sujet que je voulais qu'on jase ensemble. Parce que tu as parlé de... Là, tu es allé à Isabelle Maréchal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu parlais tantôt que ta carrière dans le milieu, tu étais un peu comme à l'époque où tu étais plus jeune, où c'était souvent dans d'ici, tu étais le héros, des fois le... Là, tu dis que c'est comme ça aussi aujourd'hui. Là, t'avais des chroniques à la télé. Puis là... Moi, je connais pas l'histoire, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, les gens ont voulu que tu reviennes parce que tu avais des propos, justement, tu étais trop de gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça dépend où. Ben, c'est un mélange. C'est pas juste un... tu sais, on vit... quand on parle de liberté d'expression et de censure, on se compare toujours comme à la Russie de Staline, tu sais, à l'ex-URSS. Il y a personne qui va comme censurer, comme il n'y a pas l'État qui va censurer en te faisant disparaître, ou c'est plus dans un... je me lance pas là-dedans. OK. Ou c'est plus dans un régime, dans le sens que... tout le temps, je me lance dans des affaires...
Comment je pourrais résumer ça rapidement, puis pour répondre à ta question? En fait, c'est le régime... Mais là, t'es pas Isabelle, il n'y a pas de temps. Là, c'est le régime politique et économique dans lequel on vit qui détermine la censure, qui détermine comment va s'orienter la liberté d'expression. Attends, un régime plus stalinien, ça va être la censure à la base. Avant que ça sorte, on va censurer la Gestapo débarque chez vous. C'est sensationnaliste. Mais nous autres, dans notre régime, c'est la censure après. C'est par la suite. Il va y avoir des poursuites judiciaires, ça va être par rapport au code d'écoute. En ce sens que tu as le droit de dire ce que tu veux. Puis là, mettons que tu t'as dit telle phrase. Ah ben non, là. C'est plus ça. C'est plus après, c'est ça que tu veux dire. C'est pas genre les propos, c'est qu'il y a différents trucs de réunis. Il y a ce que tu vas dire, mais il y a aussi le ton de la manière que tu vas le dire. Parce que tu sais, si tu le dis de façon très calme, très posée, très neutre, avec le pour et le contre, tu peux dire pas mal tout ce que tu veux dans les médias, tu sais. Mais il va falloir que ça soit un langage qui n'est pas coloré, qui appelle pas à la révolte, qui vient pas chercher les gens, tu sais. Fait que tu vas pouvoir... mais... Moins émotif, peut-être un peu plus... Ben, il y a le côté émotif là-dedans, il y a le ton langagier, il y a aussi la radicalité, fait qu'il y a certains éléments que moi j'essaie de mettre ensemble justement, puis quand ces trois éléments-là sont réunis, c'est-à-dire une critique politique avec une vision d'extrême gauche, de l'humour noir et un ton militant. Ouais. Ces trois affaires-là mis ensemble, ça passe pas dans les médias. Ça, c'est même plus de l'humour, tu vas trop loin, on peut pas dire ça. T'sais. Moi, à Radio-Canada, c'était ça quand j'ai commencé à faire des chroniques là-bas, c'était « envoie-nous juste ton sujet ». Après ça, après 3 chroniques, en fait, non, envoie-nous ton texte au complet, finalement. Okay. Parce que j'avais fini en parlant d'un tabou absolu dans les médias de masse, c'est-à-dire la propriété privée, c'est-à-dire la seule chose qu'on devrait déposer dans une banque, c'est une brique dans leur vitre. Ça, c'est une incitation à la blablabla. Bon, fait que ce genre d'affaires-là, là, ça se dit pas. Mais pourtant, moi, c'était un gag. Là, on voit le gag, la seule chose qu'on devrait poser, on pense que c'est de l'argent. Bon, c'est un gag. T'es pas dans la rue, là, avec les... Ben, oui, je l'ai déjà fait aussi, puis c'est bien correct. Non, mais dans le sens, t'avais pas un porte-voix là, en plein... En pleine manifestation de je sais pas trop avec le Black Bloc, je sais pas trop, là, tu sais, c'était pas... Le Black Bloc, ça, c'est une stratégie militante. C'est pas comme une association, c'est pas un mouvement, c'est une stratégie militante qui est en réaction à la police. Okay. Là-dedans, dans un Black Bloc, il va y avoir des infirmières, des gens qui vont faire des soins médicaux, il va y avoir des gens qui vont bloquer la police, il y a des gens qui vont faire de l'action directe. OK, c'est carrément... OK, c'est une petite armée, là. C'est stratégique, comme ça. Il y a beaucoup de gens, des citoyens ordinaires, là, dans le sens des gens qui vont manifester, puis quand la police intervient puis les gaze, ben c'est les gens du Black Bloc qui viennent les sauver, tu sais. Qui viennent les secourir. Ils ont des petites trousses, ils leur mettent des produits dans les yeux. Parce que là ça s'est calmé, mais pendant 2012, 2015, quand il y a eu une couple de manifestations, là, il y a du monde, là, des bébés, des mères de famille, des monde enceintes qui se faisaient matraquer, gazer. Puis c'est les gens du Black Bloc qui venaient les sauver, les sortir de l'émeute. Et en nouvelles, on voyait, le Black Bloc a encore fait de la cause à faire de même. Ils savent même pas c'est quoi le Black Bloc. Ils savent même pas. T'as juste Radio X, puis là, tout le temps des gens cagoulés. Ils parlent du Black Bloc de façon aussi douchebag, comme quand ils parlent de la communauté musulmane. Non, c'est pas la meute, là. Ben non, c'est dans le sens que c'est pas un groupe fermé, comme tu dis. Ben, remarque, la meute, ils s'entendent très bien avec la police. Ils s'entendent très bien avec la police. La police collabore avec la meute, ça va très bien, même que la meute a récupéré des stratégies militaires. C'est des anciens militaires, des anciennes polices qui sont dans la meute. C'est la même philosophie. Qu'est-ce qu'ils protègent? Ils protègent la propriété privée, la bourgeoisie, le grand capital. C'est juste que la meute, il y a un côté immigrant là-dedans, mais la police, il y a du racisme systémique au bout dans la police. Fait que la meute, la police, pour moi, c'est dans la même gang. C'est juste dans un degré différent. Mais pour moi, le problème de la police, dans la police, il y a aussi des bonnes personnes. C'est ça la nuance. Moi, je critique le concept de la police. Dès que tu es en habit, tu es un trou de cul, tu représentes le pouvoir. C'est le bras armé de l'État. Toi, tu ferais quoi? Le père policier, quand il enlève son habit puis il va chez eux le soir, j'en doute pas que c'est un bon gars. Fait que s'il y a des policiers qui m'écoutent en ce moment, je m'entends en tant que citoyen, là, en tant qu'être humain, là, à 6 heures le soir autour d'une bière, j'ai aucun doute que je peux mieux m'entendre avec certaines polices qu'avec certains amis militants d'extrême gauche. Bon, mais je veux dire le concept de la police. Ouais. Le concept de la police est là pour protéger la propriété privée, la bourgeoisie puis le capital, au détriment des citoyens.
On est rendu qu'on accepte dans les... Moi, j'étais allé dans des j'ai manifesté en esti, là. Il y a un jeune étudiant en Sciences Po qui pète une fenêtre de banque, ça donne le droit à quelqu'un d'y matraquer la tête. C'est quoi notre échelle de valeur là-dedans? Il a pété une fenêtre d'une corporation qui nous vole des milliards. Tu sais, on fait pas de lien, c'est qu'on fait plus de lien. On est là, puis les banques placent l'argent dans les paradis fiscaux. Puis à cause de ça, ça tue des humains qu'on n'a pas les moyens de soigner dans les centres hospitaliers. Ça, t'as un étudiant en Sciences Po qui a compris ça, qui pète une fenêtre de banque. « Hey, le jeune, tu vas trop loin, va en prison! » Alors, pourquoi tu l'encourages pas aussi? Si tu veux pas la péter, David, pète-la pas. Il y a comme une fétichiste. Hey, là, oui, mais faut pas trop. Hey, Chris, je dis pas les êtres humains, là. Je dis pas aux êtres humains, mais tout ce qui est Chris, qui est de la désobéissance civile, vandaliser des compagnies pétrolières, n'importe quoi là-dedans, allons-y, c'est scientifiquement juste. Hubert Reeves est de notre bord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis je vais revenir à ça. Ben, là, ils t'ont demandé de regarder tes textes à la virgule près. Là, toi, ça n'a pas dû te faire triper, ça. Ben, c'est qu'il n'aimait pas c'est ça, comme je l'ai dit tantôt, il n'aimait pas mes sujets, il n'aimait pas la radicalité avec laquelle j'abordais les sujets. Puis il n'aimait pas le côté très politique, puis l'humour noir. Bon. Ils t'ont-ils déjà vu en show? Ben, est-ce que j'avais déjà été là, puis tu sais, j'avais... Non, en show, non. Non, mais ils savent ce que tu fais. Non, ils savaient pas, non, je m'avais déjà invité, puis c'est toi qui as mis une coche après ça. Ben moi, encore là, j'ai jamais voulu me servir des médias de masse juste pour ma carrière. Moi, si on me donne un micro, je vais essayer de partager ce qui me fait triper, tu sais. Puis au pire, ils me cresseront dehors, tu sais. Ce qui est arrivé. C'est juste, c'est ça. Puis on est beaucoup d'humoristes. Jusqu'à un moment donné, ça dépend où. C'est qu'à un moment donné, je suis plus... comme un certain producteur, il a dit « on aime beaucoup Fred, mais j'ai pas le temps de défendre ses textes. » C'était dans une autre émission de télé, ça. OK. Fait que lui, il voyait comme c'est trop de temps à aller voir l'avocat. Il dit, moi, j'ai pas le temps d'aller voir l'avocat. De rajouter ces étapes-là. C'est ça. Tandis qu'avoir un autre humoriste X, oui, ça passe parce que c'est une anecdote ou c'est autre chose. C'est ça. OK. Fait qu'il y a différentes choses. Des fois, on veut pas perdre des commanditaires, on a peur des plaintes. Ça prend trop de temps à défendre ses textes auprès des avocats ou ça représente pas notre public cible. Fait que toutes ces affaires-là. Fait que c'est ça la censure d'un milieu capitaliste. Parce que je comprends les deux bords. C'est ça qui me fait de la peine. Dans ce sens que ça a tellement tout le temps fonctionné de même. Puis les gens travaillent fort, mettons, tu sais, d'aller chercher des commandites, puis tout ça, blablabla, puis monter un show, mais je pense que c'est pas tout le temps le bon show qu'on monte, tu sais, que ça revient justement tout le temps le divertissement. Il n'y avait pas des fois, à un moment donné, là, quand j'étais jeune, des shows où c'était un peu plus 3600 secondes d'extase, ou tu sais, avec Marc Labrèche, il me semble qu'il y avait une plus grande liberté d'expression d'un propos, puis dans les... ça se peut-tu? Je me trompe? Il me semble non, ça, tu pourras refaire ça aujourd'hui. Là. Il attaquait pas de front... c'est une bonne émission, là, mais il attaquait pas de front... c'était par l'absurde, c'était... Non, je pense que je le réécoute, mais je pense, il me semble que... Ouais. On a tout le temps été, Peut-être plus la fin du monde. La fin du monde, ça, il y a des affaires, je pense pas qu'elle repassera aujourd'hui, par contre. La fin du monde est à 7h. Ouais. C'est ça, il me semble qu'il y a une émission... Ça, c'était vraiment punk, ça, quand même. Là. Qui était plus punk, c'est ça? Ou, Oh non, tu sais, la fin du monde est à 7h, ça, c'était... même un grand blanc avec un show sournois, il me semble que c'était un peu dans les mêmes tangentes. Ouais, mais quand même pas autant que la fin du monde est à 7h, là. Ça, c'était une des affaires les plus audacieuses qui a été faites à la télévision québécoise, quand même. Tu sais, ce serait cool de revoir... ils ont essayé. Ils ont essayé souvent. Télé-Québec, l'heure est grave. As-tu été? Non. Ça aurait été ton créneau, ça. T'es-tu barré? T'es-tu comme... je sais pas. Comment tu vois ça? Comment tu vis ça que, les échangistes t'ont pas rappelé, puis que, il y en a un qui te dit que t'as pas le temps, il y a pas le temps pour toi, pour te backer. Ce qui est quand même comme flatteur, tu sais, dans le sens que c'est pas contre toi. Oui, c'est contre toi, mais je sais pas comment l'expliquer. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas ton propos. C'est que il est à côté. Il y en a tellement qui peuvent faire la job aussi. C'est juste. Mais comment tu vis tout ça? D'avoir moins de micros, peut-être pour. Comme tu disais, t'as jamais utilisé les médias de masse pour promouvoir ton spectacle, mais quand. Non, pas pour promouvoir, non, juste pour. Dire ce que tu files puis ce que tu aimerais apporter à la société. J'ai pas voulu jouer la game. J'ai mis un peu d'eau dans mon vin.
Ouais. Le monde, il pense que je mets pas d'eau dans mon vin puis tout ça, mais j'en ai mis, mais je pouvais pas aller au-delà de ça. Là. Puis je voulais pas juste aller dans certaines émissions de télé puis intérioriser leur game qu'ils voulaient jouer. C'était clair, c'est une culture en soi. Là. Quand t'arrives dans ces... puis t'en fais beaucoup, là. Puis pas juste du divertissement, des affaires qui peuvent être plus sérieux puis tout ça. Puis c'est une culture intériorisée puis ça te change. Tu peux pas dire, je vais m'en servir pour faire avancer ma carrière, mais quand ça va bien marcher, attends un peu, là, je vais faire ce que je voulais. Non. Tu t'intériorises ça, le monde il te pousse là-dedans, t'écris à travers ça, tu te déconnectes de la société, tu te tiens avec certaines personnes, les mêmes, tu fais un bon salaire, tu adaptes ta vie à ce salaire-là, tu te mets à faire de la pub, tu te mets à faire ci, ça. Pas vrai que tu vas revenir après ça à l'essence certaines audaces, puis voyons, c'est pas ça. Moi, en tout cas, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Au contraire. C'est intéressant. Où il va être genre audacieux, mais pour TVA, là, comme certains artistes, là, sont comme il va loin pour un numéro gala artiste. Là. Ah, oui. Bref. Fait que t'as-tu eu peur de jouer la game? Oui, ben ça a duré quelques mois, là, après les 5 prochains, là, le téléphone dérougissait pas, puis là, c'était comme puis à ce moment-là qu'est-ce que t'as feelé, qu'est-ce que t'as senti? T'as-tu senti OK, parce que tu dis c'est un travail hebdomadaire là, de rester là, de gauche, tu sais, puis parce que justement on te pousse vers le moule. Fait que là tu te sentais-tu comme les deux mains poussées de oh shit, OK, j'ai le pied dans le moule là. Oui, parce que c'est plus facile d'être dans le moule que de se battre contre ça, parce que c'est pas juste les moments où t'as le poing dans les airs, mais c'est des meetings autour de la table, là. C'est difficile de dire là, je suis fou, mais là t'as toute une équipe qui dit pose cette question-là à cet artiste-là, puis là tu fais ah non, là, je vais pas poser des questions qui vont engraisser des choses avec lesquels je me bats depuis 10 ans, là. Ils font comme, c'est pas grave, du divertis, c'est pas grave. Mais à un moment donné, c'est tout le monde qui dit tout le temps ça, c'est pas grave. C'est vrai que c'est pas grave. Si je l'avais fait, là, le Québec aurait pas été mieux, moins bon. C'est juste qu'on le fait tout le temps, puis les artistes font tout le temps juste jouer la game, puis être dans le, pas des questions, on va jouer la game un peu, faut bien payer son loyer, faut bien... Maintenant, on se trouve tout le temps des excuses. Moi, j'ai fait, ben non, c'est pas le rôle de la société d'État de faire ça. Puis je leur ai dit autour de la table, puis ils étaient là, ben là, on va pas remettre en question le rôle de Radio-Canada. Je suis là, OK, si on le fait pas, qui va le faire, tabarnak? Puis là, tu te rends compte que, OK, fait que là, ils disent, autour de la table, il est pas collaboratif, il veut pas, et... Bon, puis après ça, t'arrives en émission, tu fais certaines blagues, t'as un certain ton, t'es pas comme, t'es drôle. Mais puis là, stressé? Oui, vraiment. Mais ça a duré 2 émissions. Ça a duré 2 émissions, ils ont bien vu, ils ont fait, OK, lui, il fit pas là. Mais t'avais tes convictions. Ben, je dis mais non, mais c'est pas juste moi personnel, c'est que tu pensais le nombre de personnes qui sont pas inclus dans leur vision, puis c'est pour ça que ça tourne en rond. C'est tout le temps les mêmes hosties de personnes avec les mêmes propos, puis les mêmes affaires. Puis les mêmes tout le temps pareil. C'est ça l'industrie culturelle, ça revient au début de ce qu'on disait tantôt, que ça uniformise tout avec une pensée d'un citoyen Ikea. Ben c'est ça. C'est les mêmes personnes qui s'adressent aux mêmes personnes. C'est un bon exemple de médias de masse qui exploite un fascisme cool. En Abitibi, il y a un humoriste qui me contait ça, il fait de la radio, là, à Énergie, là, puis il y a dans le studio là, de toutes les affaires d'Énergie, il y a un gros poster là, de la personne à qui il faut qu'il s'adresse. Fait que là, c'est un poster, t'as Marc, OK, de 35, ça c'est le public cible. Il dit, quand t'animes, quand tu parles, quand tu trouves tes sujets, tu t'adresses à Marc. Marc, il a 33 ans, il fait tant par année, il écoute du Nirvana, il aime le Canadien de Montréal, puis il est comme une liste de choses, l'auditeur moyen qui consomme la publicité qui est vendue par Énergie. Fait que tu t'adresses à lui. Fait que quand tu restes à Marc de 35 ans, dis tous ceux qui ne sont pas Marc, blanc, de 35 ans, classe moyenne riche, ne sont pas dans le calcul. Surtout dans un endroit où il y a plein de communautés autochtones. Il n'y a même pas le droit de prononcer le mot Première Nation puis autochtone quand il anime. C'est pas vrai. Je te le jure. Parce que c'est trop politique. Il va y avoir des problèmes. Il veut pas. Ça, c'est à Val-d'Or, ça? C'est dans Abitibi. En Abitibi. Mais je dirai pas tout, là, mais fait que là, il faut qu'il s'adresse à lui. Fait que Marc, homme, 35 ans, tout ça. Fait que si dès que t'es une femme noire, fait que dès que t'es en dehors de ça, on va pratiquement t'adresser à toi pratiquement jamais, tu sais. Fait que c'est comme, ta bande t'existe pas. Ils vont pas te censurer, ils vont juste pas te considérer. Fait que quand t'as un propos, un humour qui s'adresse pas à lui, ben le monde fait, pourquoi on va t'engager? T'as pas rapport à votre temps, ou dès que c'est... Fait que c'est ça, fait que c'est extrêmement inquiétant. Ça, c'est de la censure. Ça, c'est pas de l'expression. Ça, c'est du fascisme cool. C'est de mettre toutes ces personnes-là là, dans le pas les considérer. C'est violent. Mais ça, on est là, puis on y participe, puis on fait des chroniques, puis on est là, ben oui, c'est l'auteur cible, c'est lui qui consomme la publicité, il achète des barbecues, puis
les chars qu'on vend à énergie. Puis à Radio X, c'est pareil. Radio X, là, d'ailleurs, toutes les radios poubelles de Québec, qui le vrai mot, c'est des radios de propagande d'extrême droite. C'est ça. Je viens de finir le livre de Dominique Payette là, sur les radios de propagande d'extrême droite de Québec. C'est très bon. Je savais même pas qu'il y avait un livre là-dessus. C'est vraiment inquiétant. Ça s'appelle Les brutes et la punaise. Les brutes et la punaise, on va le mettre dans les liens. Les brutes et la punaise. Ouais, parce que c'est elle, la punaise. ça se trouve-tu genre Renaud-Bré pour vrai? Ben, aller dans une librairie indépendante. Là. Si on va chez Renaud-Bré, on vole les livres. Puis si on a de l'argent, on va dans les librairies indépendantes. Renaud-Bré, c'est un peu le Walmart du livre. Là. Je fais partie du moule, moi. Ça fait tellement... Pas... OK, non, mais si tu peux, va dans ce qui nuise à... Tu sais, ça, là, je le sais pas. Okay. Je pense que je suis tellement anxieux, sur de pas crever, que mes questionnements sont pas tout le temps sur des sujets pertinents. Tu comprends ce que je veux dire? Comme ça, je me suis dit, tu sais, ça manque à ma culture parce que justement, on n'en parle pas, tu sais, ou je l'entends pas souvent, ou tu sais... mais parfait, je vais aller voler chez Renaud-Bré puis je vais aller acheter dans une petite bouquinerie. Excellent, ça. Mais t'es-tu... pour revenir à tout ce qui s'est passé avec ça, puis t'as-tu perdu espoir? T'as-tu fait comme, si je suis une goutte d'eau, moi, qui essaie d'aller changer la couleur? Tu sais, t'étais comme un colorant là, artificiel que tu mets dans une piscine. Mais si vous étiez plusieurs, il y a de quoi que l'eau changerait de couleur, tu sais, ou t'aimerais-tu ça des fois faire comme... Tabarnak, il me semble que j'aimerais ça avoir plus d'artistes de mon côté, ou... mais il y en a, là, je veux dire, des humoristes, ou qui sont aussi dans le même discours que moi, c'est comme... Mais il y en a plein, là, il y en a plein. Même du coup... Non, mais je veux pas jouer aux victimes ou à la... Je sais pas quoi répondre à ça, là. Ça dépend des fois. Puis aussi, c'est ça, Mac, t'es-tu essoufflé? Ah, ben oui, des fois, oui. Puis c'est stressant aussi, c'est que moi, j'ai mis ma santé en jeu, j'ai mis Dans quel sens? Par rapport au stress, par rapport à l'argent que tu gagnes, par rapport à... le sentiment autodestructeur qui vient avec ça, la dévalorisation, le combat psychologique. Des fois, tu te sens tout seul en tabarnak, là. C'est gros, mais c'est une grosse job vouloir changer les choses, là, tu sais. En tant qu'artiste, on veut tout faire ça, j'imagine. On veut tout faire ça, là, mais c'est juste des fois, ce qui est plate, c'est de se mettre à dos, comme de critiquer des concepts, là, tu sais, moi, je peux critiquer l'industrie de l'humour ou critiquer la police. Mais les êtres humains qui sont là-dedans, faut pas qu'ils prennent tout personnel. C'est que je sais qu'eux autres aussi, ils sont prisonniers de ça, là. Mm-hmm. Il y a des fois, ils sont en crise après moi. Parce que t'as critiqué telle affaire, mais moi, je vais magasiner là. Ou t'as critiqué telle affaire, mais moi, je travaille là. Ou t'as critiqué la police, ben mon père, il est policier. C'est pas ces individus-là que je critique, là. C'est ces systèmes-là d'exploitation, là. Tu critiques pas les Roger ou Monique qui arrivent pas, qui ont 3-4 enfants, puis qui ont de la misère à mettre de la bouffe à la table, qui vont aller manger, qui vont acheter leur craft. Tout à fait. C'est ça. Puis là, c'est quoi tes prochains projets? Là, tu m'as parlé de ton livre là, que tu viens de finir. Il est sorti en octobre passé, ouais. C'est ça. Une pipée d'opium pour les enfants. Fait que je suis bien content. Oui. C'est un livre, c'est un pamphlet humoristique. Ça, on peut pas le voler au Renaud-Bré, j'imagine. Ben oui, mais ça. Il est à Renaud-Bré? Oui. Fait qu'on peut le voler. Ben oui, mais ça. D'ailleurs, c'est un gag dans mon livre, d'ailleurs. Ah ouais? Je disais, si vous avez de l'argent, achetez vos livres dans une librairie indépendante. Si on n'avait pas, volez-les chez Renaud-Bré. Puis c'est quoi? Tu parles de quoi? C'est un peu ce que je fais sur scène, mais version plus littéraire. Je pense que quand on lit, puis on connaît un peu. Un one-man show? Ouais, c'est un one-man show version papier. Wow. C'est très drôle. Là, c'est très drôle. Ceux qui aiment mon style. Dans le sens que c'est voulu pour être drôle aussi, mais pas juste. Il y a de l'information, il y a du contenu. C'est très sarcastique. C'est un pamphlet humoristique, c'est-à-dire un angle très radical sur des sujets. OK. Il n'y a pas des chapitres sur certains sujets. Je ne suis pas un chercheur universitaire. Je veux dire, il y a du bon là-dedans, du moins bon là, on va peser. Je me suis inspiré d'eux autres pour me faire une opinion plus radicale, mais ça veut un point de vue coup de poing très drôle. Tu n'as pas la science infuse de ce que tu avances. C'est ça que tu dis dans le fond, que tu as fait des recherches, puis c'est ton opinion. Ben pour en arriver à cette opinion-là, je me suis pas juste levé un matin en me disant je vais écrire là-dessus. Non, c'est ça. T'as fait tes devoirs. Oui, c'est ça.
Mais pour construire, c'est ça, un angle radical par rapport à ça. Puis penses-tu de le mettre sur scène, l'amener sur scène, ou c'est vraiment littéraire? Il y a des petits bouts que je vais faire dans mon prochain spectacle, la lutte du guacamole. OK. Le titre du spectacle, ça. Il y a des petits bouts que je fais, mais sinon, non, non, ça va être un bel objet. T'en as-tu chez toi? Oui. T'as-tu des livres chez toi? Oui. Ouais. Tu le vends combien? Moi, je le vends combien? Ouais, mais tu le vends. Est-ce que je peux l'acheter, mettons, chez toi, moi? Oui. OK. Je vais te l'acheter. OK. Et je vais faire tirer un livre à nos auditeurs. Oh! Ouais. Parfait. Fait que écrivez en commentaire. Oui, je le veux. Et 2 petits points, le titre du prochain show à Fred et vous courez la chance de gagner son livre. Avec des parcelles de ton prochain one-man show qui sort quand? C'est où? On prend un appel! On prend un appel! 14 du Haut-Tang! 350 feuilles! Mais ouais, où est-ce que tu sors ça quand? C'est quoi? Tu l'as terminé? J'ai déjà un peu fait. Là, je suis en tournée. Ben là, à Montréal, là, j'ai 2 dates en juin. Le 1er juin pour le festival de la décroissance. C'est 2 shows gratuits que je fais. J'essaie de faire des shows payants, des shows gratuits aussi pour démocratiser l'humour, surtout dans des quartiers défavorisés. J'ai pensé ça, moi aussi. Ouais. Bon, je trouve ça super... J'en fais un au bistrot Sainte-Catherine gratuit, l'entrée est gratuite, puis un le 7 juin, puis un le 1er juin au Festival de la décroissance, qui est aussi gratuit. Ça, c'est hot. C'est des gens qui se sont donnés comme défi de créer un festival sans argent. Wow. Fait que personne n'est payé là-dessus, les armes, moi, je suis pas payé, tout ça pour la décroissance, pour dire on peut... on peut vivre... C'est ça leur défi. C'est le 1er juin. C'est où? Je sais pas. Vous allez voir, le Festival de la décroissance. C'est facile à... Ouais. Mais dans le sens que... C'est à Montréal. Ça va être dans un parc, là. Non, c'est ça. Ils ont trouvé des locaux puis tout ça. Ouais, OK. Pour, un festival avec des salles de spectacle. Tout wow, OK. Non, mais il n'y a pas... Ça dure une journée ou deux, là. Une journée ou deux, mais le jour, il y a des conférenciers qui font des conférences très intéressantes sur l'environnement au thème large, au sens large. Puis moi, je suis en spectacle, il va peut-être avoir un band aussi. Puis fait que c'est une super belle journée, très inspirant avec des discours. Moi, ce que je vous ai dit là, en lien avec la justice climatique et tout ça, c'est inspiré, c'est inspiré de ces gens-là et tout ça. T'sais. C'est très faut être plusieurs à avoir le même discours parce que ceux qui sont en haut, ils sont plusieurs à nous l'imposer aussi leur discours. Ouais. En tabarnak. Sinon, ben ça, je suis en tournée avec Christian Vanasse. Ce spectacle-là, je le rôde un peu à travers le Québec depuis automne passé, là, ma petite dose. Là. En dehors de l'industrie culturelle, on essaie on appelle nous-mêmes nos salles. Tu parles, OK, pas le guacamole là, avec Christian, là. Ouais. Ben, c'est comme, c'est le même. Le guacamole, c'est comme mon solo à moi, mais avec Christian, c'est. Vous faites un genre de. C'est le matériel. Une heure, c'est ça, ouais, c'est ça. OK, vous n'êtes pas un duo. Non. C'est ça, je pensais. OK, excuse. OK, c'est ça, je pensais que vous avez monté un. Non. Okay. Christian commence, il fait 45 minutes. Moi, après l'entraque, je fais 45 minutes, 1 heure. OK. Puis on est ensemble, puis c'est nous qui appellent les salles de spectacle. Puis en dehors, on va pas dans les grosses salles de spectacle, puis que les gens se prennent les diffuseurs, puis les tata, puis c'est des billets vraiment pas chers. L'artiste fait plus d'argent que dans les grosses salles de spectacle. On fait ça dans des microbrasseries, des coops, certains petits bars. plus d'argent. Mettons, moi, là même si on est deux, je fais plus... Quand je fais plus d'argent... T'étais acheté par un diffuseur. Ouais. Que dans les grosses salles de... Mettons, les grosses vedettes, ils font plus d'argent parce qu'ils remplissent 2000, mais sinon, c'est que l'humoriste ou quand on est dans l'underground, on n'a pas besoin. L'humoriste moyen, non. Puis même à ça, la nouvelle façon de faire, là, on dirait que c'est comme la norme. Là, tu te pars un podcast, tu te pars une petite tournée, tu vas... Tu sais, la technique Joe Alain, ça fonctionne super bien. Puis c'est la nouvelle façon de l'autoproduction. Tu vas dans des salles de 200 personnes, 150. Tu te bookes 25 dates. Ben, ça fait longtemps que je fais ça. T'écris 1 heure. Ben, c'est ça, toi aussi, c'est ça que tu faisais. Moi, dans ma tête, t'étais quand même chez les diffuseurs. Là. Ben avec Anarcho Taquin, il y a 2 ans, mon premier spectacle officiel, là, c'était pas moi qui bouquais mes affaires. OK. Puis là, je faisais un peu des deux, mais je faisais surtout dans les salles, les versions cabaret des grosses salles de spectacle. Mais c'est ça que ça devrait être. Mais ça, c'est une grosse machine, c'est lourd, les gens payent leurs billets vraiment cher, puis des frais de billetterie. Mais ça va. Ça, mais là, quand on fait ça dans des coops, puis tout ça, les billets, on est 2, les billets sont moins chers. Les gens qui n'ont pas d'argent, ils peuvent avoir accès au spectacle quand même, parce qu'il n'y a pas des frais de billetterie, puis tout ça. Ouais. Puis nous, il y a plus d'argent qui nous revient aussi. Tu sais, fait que oui, moi, j'essaie de me distancer le plus possible de toute la grosse machine, puis tout ça. Ben, t'es pas le seul.
Tu sais, c'est vers là que ça s'en va. Tu sais, quand je te disais que tu vas toujours avoir des mégastars aussi, là, que tu sais, que ça sort de l'école, puis bam, là, puis là, ça va partir dans la game des gros diffuseurs, puis tant mieux, tu sais, c'est OK. Mais de plus en plus d'humoristes vont être capables de vivre de leur art avec l'autoproduction, avec des Patreons, avec le podcast, puis faire leur chemin à eux, sans faire de gala nécessairement, se faire connaître autrement. Je trouve ça super positif. Non? Mhm. Fred s'est éteint. Mais bref, merci. Fait que je vais faire tirer ton livre. C'est Puis, gentil. mais je pense que je vais le lire avant. Fait qu'on a quelques semaines avant que ça sorte. Fait que je vais le feuilleter. Ah, ça se lit très bien. Oui. Ça, c'est pas lourd, c'est des petits chapitres. Fait que, Mais moi, je t'ai parlé de mon TDA avant, puis j'ai énormément de difficultés à finir un livre. Mm. Mais là, avec mon petit Kindle, on dirait que j'ai moins de difficultés vu qu'il est un peu électronique. Il m'attire. OK. Mais en tout cas, on verra si je suis TDA dans une année rapprochée. Oui, On va ben aller oui. voir un neuropsy. Là. Ouais. J'ai hâte, ça m'intrigue. Ben oui, mais je te comprends pour mieux. Savoir ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Au moins, tu vas savoir sur quoi focusser puis ça. réagir à quoi. Là. Pas juste Ouais. dire, là, c'est parce que j'ai pas assez dormi, je suis stressé. Je suis OK, c'est ça. Fait que... Parce que le TDA peut amener de l'anxiété, ça peut amener plein de facteurs. Fait que, Non, mais je te le aller à souhaite, la mon homme. source. Puis, hey Fred, merci infiniment. Ça fait plaisir. T'étais super bon. T'es bon. T'es comme la prochaine Jeannette Bertrand. Wow! T'es à la fois intéressé et intéressant. Je pense que je suis plus intéressé. C'est mon discours intérieur qui parlait et il n'a pas confiance en lui. Non, c'est pas vrai, mais merci, c'est super gentil. Puis merci, on a parlé, je pense que c'est le podcast où c'était très... c'était pas diffus, c'était bam! C'était un petit bloc. Non, c'était... Mais c'était... Comment je peux bien expliquer ça? On dirait que tu mets un POG. Non, c'est pas un... Ah! Bulldog français. Non, c'était comme un... c'est comme si tu mettais un beanbag dans un petit Tupperware. Un quoi? Un beanbag. C'est quoi ça? C'est un truc que tu t'assois dessus. Un sac magique? Ben ouais, mais que tu t'assois dessus OK. au PlayStation. Mais tu le mets dans un petit Tupperware. Tout le sujet est là, mais tu l'ouvres. Oh! Je sais pas ce que c'est. Ça veut absolument rien dire ce que je viens de dire. Mais je veux dire, ça allait dans plein de directions, mais il y a tout le temps un fil Non, ça voulait dire conducteur. de quoi? J'avais pas toutes les références. Ça voulait dire de quoi? Mais Tu moi, parlais mais j'étais arrivé à la fin de mon idée, puis c'est pas là où je voulais me rendre. Ça doit être un autre signe précurseur du TDAH. Ça n'a pas donné l'effet escompté dans mon cerveau. Bref, alors, c'est vendredi soir pour tout le monde. J'aimerais ça faire un shout-out à... On prend un appel! Ouais. Oh my God, tu m'as fait peur. Comme quand t'as monté les marches, j'ai fait « Hey! Ouais. » Ça saisit. La Croix Verte, tu connaissais tout ça? J'ai jamais été, mais j'ai vu des pancartes. Oui, c'est sur Ontario, c'est dans Hochelaga, Ontario, Frontenac, centre-sud, garde, on s'en calisse. C'est pas bien grave. Allez voir ça sur le site Clinique La Croix Verte. Puis j'ai juste le mot en anglais, c'est un dispenser. C'est pas un dispensaire, un vendeur? Dispensaire. Ça se dit un dispensaire? fournisseur? Un C'est fournisseur. un fournisseur, c'est ça. Dispensaire, ça se dit? Non, c'est moi qui... C'est pas un dispensaire? Je cherchais en même temps. Un dispensaire? Fais juste le dire, mais sans l'accent. Mais un dispensaire. Non, mais on dirait un dispensaire, à cause tu fais ça. J'avais un accent du lac. C'est pas vrai? Non, ben là, oui. C'est pas un Ah ouais? dispensaire. On dirait que tu descendais une petite porte en bicycle. C'est pas un dispensaire. C'est un fournisseur, justement, de cannabis médical. Donc, si tu as de l'arthrite ou une maladie auto-immune quelconque, puis tu es tanné des médicaments qui peuvent te scraper la vie solide, puis tu veux sortir de ce système-là, tu demandes à ton médecin de famille une doublure de ton dossier médical qui va te photocopier. Tu pars à la Croix Verte avec ça. Tu donnes également ta liste de médications que tu vas aller chercher chez ton pharmacien. Puis bam, il t'envoie un appel. Il t'appelle une semaine après. Alors, vous allez rencontrer telle personne demain à telle heure. Puis là, il t'explique c'est quoi la posologie. Puis tu as du weed qui enlève l'inflammation. Puis en tout cas, j'ai hâte de l'essayer. Je ne l'ai pas encore essayé, mais bref, si vous voulez arrêter vos anti-inflammatoires qui peuvent vous scraper l'estomac, je vous conseille Clinique La Croix Verte et son abus non lucratif. Donc, ça ne coûte absolument rien. Allez
avoir l'input d'un expert. Merci également à Addison Electronic qui nous a aidé à avoir du matériel vu qu'on fait pas beaucoup de sous avec ce podcast-là. Donc, nous en donné des fils, le mixeur, le H4 qui est ici. Alors, compagnie québécoise. Merci les chums. Et Fred, où est-ce qu'on peut voir tes dates de spectacle? Facebook? Sur ma page Facebook. Ta page Facebook? Fred Dubé. Fred Dubé. Puis à ce moment-là, on va voir tes dates, etc. Où est-ce que t'es, puis... Ouais. T'écris-tu encore des petits statuts des fois? Oui. On peut te lire sur Facebook? Oui. Parfait. Et comme j'ai dit tantôt, je fais tirer son livre. Écrivez-nous en commentaire. Oui, je veux le livre avec le titre de son prochain one-man show. Indice, il y a un légume du Mexique dedans. Fruit. C'est un fruit ou c'est un légume? C'est un légume. C'est un fruit. Tu penses? On prend un appel! Un fruit mexicain. T'es sûr que c'est un fruit? Ben, on va chercher. C'était un autre épisode de Répète pas ça. Oui. Merci infiniment, Fred. Toujours un plaisir. À suivre. Ça faisait un bout qu'on s'était pas vu. Vraiment. Monsieur Pizza.